Jamais le coach. Mets-leur-en plein la gueule et tu seras successful. De conscience, elle dit, c'est qui ce con? 10 000 commentaires sur la vidéo YouTube, tatouage extraterrien. Vas-y. Fais attention. Vous l'avez compris, mon invité du jour n'est pas un invité comme les autres. Il a eu 1000 vies et il vit à 100 à l'heure. Il s'agit de Mathias Dandois. Si tu ne le connais pas, sache que c'est réellement une légende du BMX avec plus de 9 titres de champion du monde et plusieurs titres aux X Games. Il fait partie des égéries Red Bull et avec eux, il a aussi réalisé des projets de dingue qu'il va nous raconter dans cet épisode. Il a même participé au JO, mais à la cérémonie d'ouverture et tu vas voir, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Il va nous partager tous les petits backstage de ce qu'on n'a pas vu à la télé et crois-moi, il y a du lourd. J'ai réussi à capitaliser beaucoup plus en faisant pas les JO. Avec Martin Fourcade, on s'est dit vas-y viens, on avait fait 3 sorties de 45 minutes. Putain, j'ai envie de chier et tout, fait chier. Je reprends des crampes d'estomac et je me dis putain, fais chier. Et puis je vois un bar ouvert, tu vois, je dis bah je vais aller au bar, tu vois, je vais pas me faire caca dessus, tu vois. Mathias c'est aussi un gros coureur à pied et il va nous partager aussi sa routine d'entraînement et quelques anecdotes un peu farfelues sur marathon. Mathias et moi on s'est rencontrés à un entraînement d'Aerox puisqu'il participe aussi à des Aerox. Alors oui, il tire un peu la tronche à la fin des entraînements, mais crois-moi, on s'est vraiment marré dans cet épisode puisque Mathias m'a fait vanne sur vanne. Hop, je suis sérieux 2 minutes puisqu'on parle d'Aerox. J'en profite pour te dire que je vais partager ma progression de complet débutant à 6 Aerox réalisés en 1 an. Cette programmation, elle va contenir tous les conseils que j'ai emmagasinés en 1 an d'expérience, toutes les erreurs que j'ai faites pour te permettre de les éviter. Je vais te partager aussi les séances qui m'ont fait vraiment progresser pour que toi aussi tu progresses et les techniques infaillibles que j'ai volées à des pros. C'est vraiment la programmation que j'aurais aimé avoir moi parce que soit c'est des programmations vraiment débutantes, soit c'est des programmations très rigides sur un e-book tu peux pas modifier et c'est des programmations dans lesquelles il n'y a pas d'alternative. Si jamais il y a une semaine où tu as un peu moins de temps, bah tu peux pas l'ajuster et si t'as pas de matériel, j'en parle même pas. Ici on a tout fait pour que ça soit modulable et que tu puisses l'adapter à ton agenda et à ton niveau. Au final c'est plus de 300 séances que tu peux réaliser pour casser la routine et quelles que soient tes conditions d'entraînement. Bref, c'est la programmation intelligente pour ceux qui veulent performer sur leurs premiers Aerox. Le programme est en pré-lancement et les premiers inscrits auront des réductions et des bonus comme des appels avec moi. Le lien pour t'inscrire est le premier dans la description de cet épisode. Un grand merci pour la force, abonne-toi à la chaîne et je vous laisse pour 1h30 de fou rire et d'inspiration avec Mathias Dandois. Bon épisode. T'as meilleure allure que ce matin sur les photos en tout cas. Enfoiré. Non, pour dire quand même avec Mathias, on s'est croisés sur une séance d'entraînement Aerox, c'est ton nouveau challenge. Tu fais Paris là, c'est ça? Je fais Paris le 10 novembre. Ok. Et c'est Max qui nous a concocté un groupe là de zinzin. Et comme on est plus bêtes les uns que les autres, et bah on se retrouve le jeudi matin. À 8h. Dans des états. Mais on était dans des états ce matin. Non mais c'était la honte quoi. C'était quoi le WOD? Alors, je crois que je l'ai encore en tête tellement il était horrible. C'était 2000 de ski erg, après du poussé de char là, après du tirage en TRX, après 15 allers-retours de fente à 20 kg, après 10 allers-retours de burpees jump, après 2000 mètres de rameur. Après, il nous a fait descendre jusqu'au 2e étage en dessous, là, avec 24 kilos dans chaque main, en farmer's walk, et tu finis par 300 wall ball. À 2. Oui, tout ça à 2, ouais. Oh, oui. C'était bien, les 300 wall ball, je suis content. Et il vous a envoyé un truc vénère. Ouais, il était pas content ce matin. Le chef. Mais je kiffe parce que... Moi, j'ai fait l'école buissonnière, moi, ce matin, tu vois, je t'avoue. Tu nous as manqué. Je kiffe parce qu'à chaque fois, c'est des gens différents. Ça va des athlètes pros, tu vois. L'autre fois, il y avait Axel Clerget, champion olympique de judo. T'avais Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres. Autant que des entrepreneurs, autant que des chefs, en fait que des amoureux du sport, et je trouve ça trop chouette de quand t'es sportif de haut niveau, de faire du sport amateur, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu sais, genre moi je fais beaucoup de tennis, bah du coup là du Aerox, de la course à pied amateur, tu vois, et je trouve que ça te remet les pieds sur terre, c'est bien. Et tu sais qu'il y a plein de sportifs qui n'ont pas le temps de faire du sport en dehors de leur discipline. Alors forcément ils vont à la salle, mais bon, ils ont un entraînement hyper spécifique pour progresser dans leur discipline de prédilection. Mais il y en a très peu qui se disent bah, au milieu de leur carrière, bah, je vais aller faire un tennis, tu vois. Et moi j'ai de la chance, tu vois, de me dire que je trouve le temps de le faire, c'est hyper important. Et des fois, t'as pas le droit dans les contrats, non? Ouais. Je pense un footballeur, il a pas le droit. Moi j'ai pas le droit, du ski. j'ai plein de clauses.
Ah En ouais, fait, t'as pas le droit, toi? bah, j'ai pas le droit jusqu'à ce que je me blesse, en fait. J'ai le droit de faire du ski si je me blesse pas. En fait, et d'ailleurs, si je me blesse en faisant autre chose que du BMX, faut que je justifie, tu vois. Tu peux te blesser à la salle de sport t'as fait un faux mouvement, machin, t'es blessé. Si tu te blesses, tu te fais un ligament croisé au ski, c'est quand même super dur à justifier pour un de tes partenaires, tu vois. Du coup, Et ils peuvent te sucrer tes... non, pas la première fois, tu vois. Mais si ça arrive 2 fois en 2 ans, ça fait 6 mois back-to-back, donc 1 an d'inactivité sur 2 ans, ils vont pas dire hey, frérot, t'es gentil là, Candide Tovex, mais. Donc, ouais, non, c'est. Mais après, moi, j'ai une super relation avec mes sponsors, donc. Mais c'est vrai que par exemple, sur des contrats de footballeurs, ça doit être fou, ouais. C'est sûr qu'ils n'ont pas le droit d'aller faire des sports de. Faire des sports de montagne. Ouais. Mais là, j'ai vu même avec certains athlètes pour les jeux, là, tu vois, ceux qui étaient par des banques ou dans des grosses institutions, tu vois, je vais pas les citer, mais tu vois, les gros sponsors du sport qui ont des teams d'athlètes un peu, enfin, assez sérieux, assez visibles et tout. Il y a certains contrats, ça rigole pas. Hein. T'as pas le droit de faire autre chose que ton sport et tout, ça peut être un peu... Les contrats, ça rigole jamais. Parce que c'est papier, enfin, tu vois, genre, entre ce qui a marqué sur un contrat... Oui. Entre ce qui a marqué sur un contrat et l'application le juge d'application des peines, il y a un monde, tu vois. Ça fait toujours flipper un contrat. Nous, le contrat qu'on avait signé pour la cérémonie d'ouverture des JO, c'était un truc, tu vois, il fallait pas même en parler à ta sœur, tu vois, genre. Et, vas-y, raconte, il y avait quoi dans le contrat? Non, mais je sais pas, il y avait pas de folie, mais déjà, on avait signé un NDA, tu vois, pour pas en parler, ce qui est normal, parce qu'ils voulaient garder la surprise, mais derrière, ouais, tu te dis, le contrat, il est fou, c'est à l'américaine, tu vois. Et tous les contrats sont faits justement pour être extrêmes et pour se protéger. Donc après, tu fais un petit peu avec de l'humain aussi, tu vois, que t'as en face de toi. Ouais. C'est vrai que les Américains sont vachement procéduriers et très lawyer thinking. Nous, on est latins, on se dit, ok, tiens, tu m'as dit que c'était 100, c'était 100 le prix, et les Américains sont capables de te renvoyer un contrat avec marqué 110. Toi, tu te dis, bon, c'est bon, il m'a dit que c'était 100 et tu signes et tu peux te faire avoir, quoi. On m'a déjà raconté ça. Ouais, bah en fait, tout est ultra libéral aux États-Unis, ce qui est super dans certains cas et relou dans d'autres. T'as des cas où ça t'a joué des tours, toi? Non, parce que mes contrats aux États-Unis, c'est Vans, avec qui je bosse depuis 10 ans et 12 ans. Du coup, c'est mes potes et ma marque de vélo, tu vois. Et c'est Vans, c'est une énorme marque, mais ma marque de vélo, c'est une petite marque, tu vois. Donc, ils vont pas essayer de te niquer sur un truc, tu vois. Après, oui, il faut faire un peu gaffe avec les ricains, en règle générale, de toute façon. C'est souvent très intéressé, un américain. Un peu. Mais toi, tu connais bien en plus, non? Dans ta discipline, c'est quand même un peu les ricains, les maîtres ou... Ouais, bah moi j'ai déménagé aux États-Unis jeune. Je partais à San Diego vers 19-20 ans, un truc comme ça. Et après, du coup, New York pour aller rejoindre ma femme. Donc j'ai fait en tout 8 ans, tu vois, là-bas. Et c'est trop bien, hein. Moi j'adore ce pays. Quand tu bosses dur, il t'arrive des choses bien. Le problème du pays, c'est quand ça va pas, ça va vraiment pas, quoi. Donc ouais, moi j'adore, je suis un bosseur, je suis un fan des États-Unis et de la façon de voir qu'ils ont la manière de faire du business et tout. Je trouve ça, c'est ultra libéral. Moi je pense être du coup quelqu'un d'ultra libéral parce que j'ai passé toute ma jeunesse là-bas et une méritocratie de dingue, tu vois. Où genre si tu bosses, tu vas être successful, tu vois. Et mais du coup, c'est tellement à double tranchant. Par exemple, moi, je me suis blessé gravement aux États-Unis, c'était relou, quoi. Et tu te dis, il y a tout qui peut s'écrouler en 1 seconde, alors que c'est vrai qu'en France, t'as un filet de sécurité de fou, quoi. Donc c'est vrai qu'en grandissant, tu te dis, c'est trop bien la France, tu vois. Quand tu commences à avoir une famille et tout, genre, c'est là que tu réalises et tout, tous les avantages et tout, l'école, la santé et tout, c'est fou, hein. Ouais, c'est fou. On a beaucoup de chance. Ouais, c'est clairement. Et non, et puis en plus, le fait, toi, t'as vu l'autre extrême, entre guillemets. Donc tu peux comparer, tu vois le meilleur des deux mondes et tu peux te dire, ok, le juste équilibre, il est, enfin pour toi en tout cas, il est à un endroit
Tu vois vraiment ce qui est de meilleur pour toi, quand même. Oui, c'est ça. Bah, comme dans tous les milieux. Hein. Il faut avoir vu plein de trucs différents pour te faire une opinion, on va dire, qui te semble intelligente pour toi-même, tu vois, sur la situation. Bah, c'est la même chose avec les pays, tu vois. Tu te rends compte que la France, c'est le pays du monde une fois que t'es allé dans d'autres pays. Tu peux pas dire la France, c'est le pays le plus merdique ou le meilleur pays si t'as pas de rêve, tu vois. Donc moi, j'ai la chance que j'ai eue de ouf, c'est d'avoir fait plus de 100 pays dans ma vie. Et t'as fait 100 pays. Ouais, plus de 100, ouais. Mais non. Ouais, c'est fou. Et du coup, te rendre compte qu'on vit vraiment de loin dans le meilleur pays du monde, pour plein de raisons. Mais ouais, de loin dans le meilleur pays du monde. Et c'est vrai que il y a parfois des gens qui critiquent beaucoup la France quand ils habitent en France. Et tu leur dis, ouais, mais faut aller voir ailleurs, tu vois. Ils disent, ouais, mais justement, si tu critiques pas le fait que ça parte un peu en couille, eh ben, on va arriver à une situation où ce sera pas le meilleur pays du monde. Donc c'est cool je trouve que le français critique un peu, tu vois, que ça reste le meilleur pays du monde. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on serait le meilleur pays du monde haut la main, tu vois. Alors du coup, comme c'est trop facile, on se sabote un peu, tu vois, et on râle, tu vois. Moi, ça m'a embêté quand même pour l'avant JO, tu vois. L'avant JO, je trouve, on s'est un peu saboté. C'était une fête de ouf. C'était trop réussi. Et à force de râler de les élections, de dire que ça va pas marcher, on a fait peur à tout le monde. Il n'y avait pas tant de touristes que ça. Bon, c'était cool, du coup, à Paris. Mais c'était une fête de ouf qui aurait pu être encore plus grandiose. Peut-être avec un peu plus de tourisme, tu vois, ou de gens qui visitent la France à ce moment-là, tu vois. Finalement, il y en avait très peu. Ouais. Après, si tu prends la référence la plus proche qu'on a, c'est Londres. Pour nous, et bah pareil, tu vois, les gens à Londres avant qu'il y ait les Jeux, et ça critiquait de fou à Londres, tu vois, genre les Londoniens, ils disaient ça allait être une catastrophe économique, écologique, sociale, machin. Et au final, ça s'est plutôt bien passé à Londres, mais il n'y avait pas eu énormément de touristes. Il n'y a pas énormément de Jeux Olympiques où il y a eu du tourisme de fou, hein, parce que bah, ça fait flipper tout le monde. En plus, nous, là, on avait vraiment cette menace terroriste, tu vois, qui était vraiment latente, tu vois, où on se disait, c'est sûr qu'il y a un mec qui va faire une dinguerie pendant le mois et demi de compétition. Donc, je pense que ça a fait flipper les gens, mais en fait, je crois qu'on le savait que ça allait bien se passer au final. C'est juste que c'est comme si on essayait de conjurer le mauvais sort en se disant, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Et puis finalement, pour que ça se passe bien, tu vois. Ça marche, c'est la danse de la pluie, en fait. Mais honnêtement, ça aurait pas beaucoup mieux pu se passer que ça s'est passé, tu vois, les Jeux en termes de... Je crois qu'on va être presque à l'équilibre, hein. Ouais, j'espère. C'est ouf, hein. Parce qu'ils ont réussi à vendre plus de 2 millions de billets sur les paras. Tu vois, c'est historique. Et finalement, sur les zones guest et tout, ils ont réussi à remplir à la fin. Et je crois que tout s'est bien goupillé. Donc ça va être vraiment un succès du début jusqu'à la fin, même économique. Alors c'est pas du tout je pense que c'est pas du tout l'idée quand t'as les Jeux de te dire je vais gagner de l'argent, tu vois. Là, je crois qu'on va arriver à être... pile poil à l'équilibre. Ouais, c'est remarquable. Ouais. C'est fou. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, tout ça, en fait. C'est toutes les infos et tout, non? Ouais. C'était fou. C'était fou. Quand est-ce que tu as su que tu allais bosser pour les Jeux? Ça fait longtemps, hein, que je bosse avec le CIO. Parce que il m'avait contacté il y a 4-5 ans à l'occasion d'une table ronde qu'ils organisaient avec les membres du board du CIO. Ils avaient invité plein de leaders d'opinion dans le sport à venir donner leur avis sur comment rendre les Jeux meilleurs. Et je trouve ça chouette que le CIO se remette en question comme ça et se dire on a déjà le plus gros événement sportif du monde, le plus gros événement du monde, point. Mais on va essayer de l'améliorer. Et moi, j'étais là pour parler des nouveaux sports, tu vois. Et eux, ils savent que les audiences télé, c'est très âgé, tu vois. C'est plus de... Je crois que c'est plus de 56 ou 60 ans, je crois. De moyenne. Quand on avait fait la réunion, c'était ça, de moyenne. À la télévision. Hein. Ouais. Les Jeux sont beaucoup regardés sur les réseaux sociaux maintenant. Mais à la télévision, c'était ça. Et donc, il me demandait un peu mon avis sur comment coolifier, rajeunir le truc. Et c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer toutes ces nouvelles disciplines. À la base, c'était sur les sports d'hiver, avec le slopestyle, le halfpipe... Et après, les sports d'été, le skate, le BMX, le break, le basket 3-3,
Et ça a vachement urbanisé et rajeuni les jeux, et c'est chouette. Et je pense que certaines de ces décisions, elles avaient été prises pendant cette table ronde. Donc je te dis, ça faisait au moins 5 ans que j'étais en contact avec eux, et plus l'événement s'est rapproché, plus je faisais de trucs avec eux, que ce soit des invitations pour le reveal de l'affiche des JO. Après, ils m'ont fait porter la flamme devant la Tour Eiffel. Ça, c'était ouf, c'était un sacré cadeau. Ça reste, je crois, un des plus beaux moments de ma carrière, où j'étais avec la flamme dans la main droite, mon vélo dans la main gauche, et face à la Tour Eiffel avec... C'est là où t'as fait la une de l'équipe, non? Oui, c'est ça, exactement. Plus c'est le souvenir, quoi. Ouais, sacré souvenir. Avec Tony, avec la mère, avec Pierre Abadan et tout, genre, qui sont devenus des amis. Donc c'était mortel, ce moment. Et puis la cérémonie d'ouverture aussi, qui était complètement ouf. À tous les niveaux, parce qu'on s'était préparé comme des dingues avec Thomas Joly et ses équipes, Daphné Burki, Maud Le Pladec et Victor Lemann, et on avait répété un mois dans les entrepôts de Disney. En fait, tu sais, Disney, il y a plein de spectacles vivants à Disney. Tu sais, quand tu vas, genre, tu vas voir des représentations, et eux, ils s'entraînent dans des énormes entrepôts. Et là, que le CIO avait loué pour qu'on prépare la cérémonie d'ouverture, et on avait préparé un truc pile calé sur la musique. Il y avait 20 minutes de show, 5 plateformes posées sur la scène qui étaient coordonnées tout ensemble, vraiment genre son et lumière, quoi. Ça allait être dingue, et bam, on arrive le soir de la cérémonie et flotte. On n'a rien pu faire, genre zéro. Et toutes les images qui sont passées du coup à la télé, c'était des trucs qu'on avait en crise, en urgence, enregistrés l'après-midi, en mode voilà, il faut qu'on ride un petit peu au moins, parce que sinon là, on pouvait rien faire du tout, quoi. T'imagines, c'était du lino posé sur du bois, donc du lino mouillé, tu vois bien, quoi. C'est injouable même de pédaler, genre la roue elle glissait, tu vois. Du coup, ce serait ridiculisé. Ah ouais, mais en fait, c'est même pas. Tu pouvais même pas te ridiculiser, parce que tu pouvais même pas. Tu pouvais même pas rouler. Et tu vois, on avait le mec dans l'oreillette. Alors, top dans 15 minutes. Et là, tu vois. Top dans 3 minutes. Allez, les gars, faites ce que vous pouvez. Et là, on était là. Ouais. Du coup, on a fait coucou pendant 20 minutes. On voyait sur les écrans qu'il passait un peu d'images de l'après-midi. Donc, on s'est dit, bon, ça sauve le. Mais tu sais qu'à la télé, moi, je croyais que vous avez fait que vous étiez en train de pédaler, que vous étiez vraiment en train de rider, tu vois. Et non, frérot. Je me disais, mais comment ils font sous la pluie? Je crois que j'ai jamais été aussi trempé de ma vie, c'est fou. Mec, c'était quand même ouf. Il a commencé à pleuvoir quand Lady Gaga a chanté, genre au tout début. Et ça s'est arrêté quand ils ont fini les discours à la toute fin. Et genre, on était là, mais c'est ouf. Pas de chat. Putain, et après, il a fait trop beau pendant tous les jeux. Ouais. Tu sais, c'est vraiment quand tu regardais sur Rain Today, la dépression qui arrivait genre pile à 19h au-dessus de Paris, et qui s'en allait à 23h30. Genre, après, à la télé, ça fait des images de ouf. Hein. Je trouve la pluie, elle a rajouté un onirisme de dingue à la cérémonie, tu vois. Mais nous, sur place, c'était pas très onirique. Ouais, mais moi, j'ai des potes qui sont allés le voir, qui m'ont dit, mais c'était l'enfer. En fait, tu vois, ils m'ont dit, on avait pris un sombrero, mais on a oublié le parapluie. Genre, un poncho, pas un sombrero. Un sombrero. Aïe, aïe, aïe. Un sombrero, frérot. Et des maracas. C'est les jeux mexicanos. Les Juegos Olímpicos. Ah, mais tous mes potes en poncho, ils m'ont dit, mais quel enfer. Quel enfer. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, mon pote, 3000 balles pour se faire pisser dessus pendant 4 heures. À la fin, tu donnes ta meuf. Bon, on part pas en vacances, hein, on va plus te liker. Je te quitte. C'était bien agi. Ferme ta gueule. Ah, il y a eu des divorces, c'est sûr. Mais, putain, j'imagine. Moi, on m'a dit que Tony, à 17h, 18h, il était au fond du trou, quoi. Ouais. On m'a dit le matin, c'était dur, parce qu'il y a eu le truc de la SNCF.
Il y a une espèce de hack et tout qui s'est résolu vite. L'annonce qu'il va probablement pleuvoir le soir, on m'a dit ouais putain il a eu 20 minutes où il était pas bien quoi. Puis après il s'est ressaisi, tout s'est bien passé, et puis il a géré d'une main de maître quoi. Ouais, le mec c'est une machine. Hein. Non, celui qui a été, je crois, vraiment touché pendant un moment, c'était Thomas. Hein. Il s'est dit putain c'est pas possible parce qu'ils avaient tout prévu. Ils s'étaient dit c'était son moment. C'était vraiment la pluie qui était galère, tu vois, et ils ont quand même réussi à gérer, et je pense que si c'était à refaire il changera rien, donc c'est chouette finalement. Mais c'est vrai, ouais, quand tout le monde te parle, alors mais s'il pleut qu'est-ce que tu fais? Il pleut on te pose la question 100 fois dans la journée, 1000 fois, et bon il a plu, et so what, on l'a fait quand même, et ça restera mythique. Et moi j'étais tellement honoré de faire partie de ce show, et à vie, genre je pourrais dire que j'ai fait la cérémonie d'ouverture des JO, tu vois, qui est le truc le plus fat, le plus regardé au monde, hein. 2 milliards je crois de téléspectateurs, donc 2 milliards qui ont vu plein de sombreros dans le public. J'ai inventé peut-être un concept. Je vais l'envoyer, tiens, à Los Angeles. Si tu fais genre un chapeau, avec un grand chapeau, un sombrero du coup, avec des petites gouttières pour le teco, bah t'es pas mouillé frérot, parce que regarde, là, plus large que les épaules, et avec un système du coup d'évacuation, et derrière, hop. Et voilà, elle est là la start-up, la prochaine start-up. Dès que tu lèves la tête, l'eau coule derrière. Hop là, tu la récupères, puis il y a une petite bouteille, et ah bah c'est RSE, hein. Oh bah cette idée est brillante. Vas-y, je te donne l'idée, c'est bon. Envoie le capital. Je remets juste une touche là je remets une touche un peu pied sur terre, mais toi qui as participé, tu vois, à toutes ces discussions, toi qui étais, tu vois, hyper connecté à tout ça, tu vois, comment tu savais que le flat, ça allait pas aller au jeu? À quel moment tu l'as su? Et c'est pas un peu rageant, c'est d'avoir quand même, d'avoir été un peu d'avoir mis de l'énergie pour rendre les jeux les plus cool, plus jeunes, plus modernes, et que finalement, tu vois, ton sport qui est quand même, je trouve, méga spectaculaire, genre hyper artistique, hyper nouveau, vachement contemporain, où il suffit juste presque d'avoir un vélo pour le faire, tu vois, donc il y a un côté méga accessible. Après, je sais pas combien coûte un BMX et tout. Bon, le break est aussi méga accessible aussi. Y a pas, ça t'a pas un peu piqué quand même? Alors la décision, elle a été prise en 2018 de rajouter le BMX Freestyle Park et pas le BMX Flat. Et du coup, en fait, c'était loin pour se projeter en 2018, de se dire bon, bah, en 2024, tu n'auras pas le flat, mais il y aura les Jeux à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'y pensais pas en fait. Et on a tellement bénéficié du fait que le BMX Freestyle Park fasse partie des Jeux. Il y a plein de gens qui faisaient l'amalgame. Bon, bah, y a le BMX Freestyle au JO, et plein de gens qui pensaient que moi j'étais au JO, et en vrai, j'ai réussi à surfer. On a réussi tous à surfer là-dessus, grave, tu vois, sur le fait que le BMX Freestyle arrivait au JO, quelle que soit la discipline. Il y a plein de gens qui captent pas qu'il y a 4 disciplines dans le freestyle, tu vois, et qu'il y en avait qu'une qui serait au JO. Donc, finalement, moi, avec le recul, et je pèse mes mots, j'aurais jamais fait autant de choses aux Jeux Olympiques de Paris si ma discipline avait été au jeu. J'aurais juste fait la compétition, probablement peut-être pas fait de médaille parce que le niveau il est extraordinaire en ce moment, et pas pu faire tout ce que j'ai fait médiatiquement, pas pu aller voir toutes les compétitions que j'ai pu voir, pas pu passer du temps avec les autres athlètes, pas pu faire la cérémonie d'ouverture, pas pu faire la cérémonie de clôture, pas pu faire tous les trucs qui ont rendu ces jeux magiques pour moi. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, c'est une compétition où si tu fais pas de médaille, en fait, ça a servi à rien. T'as eu un cycle de 4 ans pour te préparer, tu fais 4e, il n'y a personne qui parle de toi, tu vois. Si tu fais une médaille, c'est légendaire, tu vois, c'est chambé, machin. Mais moi, je trouve que j'ai réussi à capitaliser beaucoup plus en faisant pas les JO en compétition que si j'avais
si je les avais fait. Et parce que mon sport était en démonstration et qu'il y avait un énorme buzz sur le BMX. En plus, tu vois, il y a eu le triplé en BMX Race, plus Anthony Jean-Jean qui fait médaille de bronze, donc on en a beaucoup parlé. Et moi, je me retrouvais à expliquer tout ça dans les médias et tout, donc je t'ai dit, moi, si en fait, ça t'a plu d'être là, d'être au rôle où t'étais. Pas grave, c'est trop bien. Après, parce que c'était un moment de ma carrière où je suis plus sur la fin et que je me dis, j'aurais peut-être pas pu aller me taper pour la médaille, donc. C'est fine, tu vois. Tu m'aurais dit ça à 22 ans quand je gagnais toutes les compétitions et que haut la main et que c'est sûr que j'aurais fait une médaille d'or au jeu si ma discipline y avait été. Là, j'aurais été un peu plus deck, tu vois. Mais honnêtement, quand tu regardes tout ce que tu as fait à côté, tout ce que j'ai fait à côté, en vrai, c'était bien mieux comme ça pour le setup pour moi. Donc zéro regret en fait. Après, moi, je te parle personnellement. Après, pour mon sport, c'est relou. Ce truc, c'est qu'en 2018, il n'y avait pas assez de femmes qui faisaient du BMX flat. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le sport au JO. Et parce que Paris, c'était les premiers JO avec 100% la parité homme-femme, ce qui est génial, ce qui est remarquable. C'est cool. C'est trop bien, c'est génial. Ouais. Sauf que nous, en 2018, le niveau féminin, il était inexistant, catastrophique. Et ils se sont dit, on va pas pouvoir faire un show télé avec 10 compétitrices, tu vois. Et ce qui est rageant, c'est qu'en 2024, tu vois, il y a un niveau de ouf féminin maintenant. Mais bon, encore une fois, pour moi, personnellement, c'est bien mieux que je l'ai fait dans ces conditions qu'en tant qu'athlète. Bah écoute, trop cool, c'est beaucoup de sagesse en tout cas. Merci de dire ça, c'est vrai. Tu vois, il y en a plein qui voient un peu que le côté sportif et tout, et toi, t'as croqué la vie à plein dedans, quoi. J'ai l'impression. On te voyait partout, t'étais. Ouais, et puis sur le côté sportif, honnêtement, en restant humble, j'ai plus rien à prouver dans mon sport, tu vois. Genre, ça aurait été bien sûr ouf de gagner une médaille olympique, parce que c'est le seul truc que j'ai pas gagné. Mais je pense que je dors sur mes deux oreilles, tu vois, et de me dire. Finalement, une autre médaille, ça aurait pas. Tu vois, j'ai des médailles aux X Games, j'ai gagné 9 fois les championnats du monde, je suis champion d'Europe, champion de France. Tu vois, genre, il n'y a pas un truc que je veux gagner que j'ai pas gagné. Donc, j'ai vraiment ce truc de contentement où je suis pas aigri de me dire putain, j'ai pas fait les jeux, tu vois. Genre, c'est chouette. Mais je trouve ce qui est cool aussi dans les disciplines, je vais dire artistiques, parce que tu vois, vous pouvez faire énormément de création de contenu, de vidéos, de démonstrations, des shows. Vous pouvez faire plein de d'autres choses en dehors des compétitions. J'en avais parlé avec Kevin Rolland. Tu vois, il me disait, mais moi, je surkiffe ma vie post-compète parce que je peux faire des films, je suis plus libre, je peux organiser ma vie un peu plus comme je le veux. Des fois, je me prends pas le chou avec des juges parce que je suis vénère, qu'il aime pas ma tronche ou quoi. Tu vois, là, je suis en maîtrise, j'ai 2 gros projets par an, je développe une créativité et d'autres choses que je faisais pas avant. Et en fait, il me dit, mais je redécouvre mon sport. Tu vois, il me disait ça. C'est un peu le sentiment que toi t'as aussi, ou que t'as eu aussi. Ouais, et en fait, c'est en grandissant dans mon sport, je me rendais pas du tout compte quand j'étais minot, où je faisais 10 heures de vélo par jour, où j'avais vraiment que la tête à inventer des figures, avoir un niveau de ouf pour gagner des compétitions. J'étais compétiteur, ça me rendait fou de pas gagner, tu vois. Et en grandissant, tu te rends compte que ton sport, c'est le meilleur sport du monde, parce que tu vas pas chercher la centième de seconde en moins, où tu as besoin d'énormément bosser à la salle tous les jours, ou alors sur la piste d'athlète tous les jours pour peut-être gagner un dixième de seconde ou je ne sais quoi. Nous, en fait, bien sûr, on est des athlètes de haut niveau, au niveau physiologique, mais on est aussi des créateurs, tu vois. C'est vraiment un sport créatif et artistique. Et pour être créatif et artistique, parfois, il faut savoir ne pas faire de vélo pendant quelques jours pour y revenir et avoir des bonnes idées. Tu vois, tu peux pas forcer la créativité. Ce serait comme d'essayer de peindre un truc ou alors de composer une musique et de forcer à dire aujourd'hui je vais composer genre un tube de ouf, tu vois. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Il faut faire d'autres choses parfois. Et après, tu remontes sur ton bike et ton cerveau, il est comme un peu plus ouvert et tu vas avoir une trop bonne idée de figure, tu vois. Et bien sûr, il faut garder un niveau moyen sur le vélo qui est très fort. Donc, tu es obligé de rider un petit peu tous les jours.
Mais si par exemple je décide au milieu de la saison d'arrêter une semaine parce que je suis rincé mentalement et que j'ai besoin de retrouver ma créativité, je me barre je sais pas où pendant une semaine, je reviens et je vais pas être complètement en PLS sur mon vélo, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est tellement un sport qui est basé sur du skills en fait, et pas forcément sur de la force physique ou juste de la vitesse ou je ne sais quoi, que tu peux te permettre des largesses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux jouer au tennis, je peux faire de l'Irox, je peux faire d'autres sports, alors que si je faisais du 100 mètres, je ferais que du 100 mètres, tu vois, et tu pourrais pas faire autre chose. Donc que ce soit mentalement ou physiquement, c'est génial, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai une carrière aussi longue, tu vois. J'ai gagné ma première compétition pro à 16 ans. Ça va faire 20 ans, tu vois. Et du coup, je pense que dans d'autres sports, c'est super dur d'avoir des carrières aussi longues parce que tu te brûles, en fait, le cerveau littéralement à te dire, mais putain, j'en peux plus. Tu vois, le meilleur exemple, c'est le tennis. Tu le vois, tu les connais, toi, les mecs qui... Enfin, on les côtoie ensemble. Bah ouais, carrément. Ouais. À la fin, ils en peuvent plus, tu vois. C'est très dur. Ouais. C'est très dur parce que, en plus, il y a les jeunes qui arrivent derrière. Et moi, en fait, les jeunes, j'arrive encore parfois à gagner des compétitions parce qu'avec l'expérience et avec l'originalité, pas forcément grâce à ma force physique ou à ma technique. Ils sont plus forts que moi techniquement et physiquement, mais j'arrive encore à les battre sur la créativité et sur mon expérience. Et ça, dans d'autres sports, c'est pas possible, tu vois. En tennis, par exemple, tu vois, Djokovic, là, il est en train de retrouver un niveau extraordinaire et tout le monde dit il a ce niveau parce qu'il a réussi à épurer son jeu de dingue, tu vois. Et ça, c'est grâce à l'expérience qu'il a acquis. C'est plus le plus fort physiquement, mais il connaît tellement bien son corps, il connaît tellement bien les angles, le tennis, son jeu, qu'il arrive à mettre des 6-1, 6-2 au 30e mondial, tu vois. Ouais. Et tu te dis, c'est remarquable, tu vois. C'est fou. Et il a fait des gros breaks, hein. Oui, et là, il fait des gros breaks en ce moment. Mais je crois que c'est vraiment l'exception qui confirme la règle dans le tennis parce que c'est vraiment un sport où il faut constamment jouer pour être au top niveau, tu vois. Ce qui n'est pas le cas du BMX. Tu peux faire des petits breaks et moi, c'est une chance de ouf. Mais je pense pour autant quand même que ton exemple, il devrait servir de modèle ou d'exemple ou d'inspiration, tu vois, à d'autres sports peut-être plus mécaniques. Je lis des bouquins sur le sommeil, tu vois, et il y a des trucs de dingue, tu vois, qui se produisent justement, tu vois, après des périodes de sieste ou après des nuits, tu vois. Et tu parlais ça peut être de la musique, ça peut être effectivement de la créativité sur plein d'autres choses. Tu parlais de peinture et tout. Je pense que même, tu vois, typiquement un Axel Clerget dans le judo, je pense que ça pourrait lui servir, tu vois, de faire plus régulièrement des breaks ou quoi. Après, j'en sais rien, tu vois, je suis pas un professionnel, j'ai pas été un athlète de ouf, mais plus je lis d'études sur le repos du cerveau et l'entraînement cognitif, plus je me dis que peut-être que ton corps, il peut continuer de s'entraîner, mais ton cerveau, à un moment donné, il a besoin de processer l'information, tu vois, pour la consolider et en faire des associations, tu vois. Carrément. Il y a un truc qui est extraordinaire, c'est la mémoire musculaire, le fait que tu apprennes dans ton sommeil. Et par exemple, moi, lundi, t'essayes une figure, t'essayes 2h30, 3h, un nouveau mouvement. T'y arrives pas, tu fais, c'est ouf, je suis vraiment loin de le faire, tu vois. Donc, tu vas te coucher. Mardi, tu dors, machin, tu repars le mardi après-midi au spot, et littéralement, après 3 essais, tu rentres la figure. Et tu te dis, c'est fou. Ton cerveau, en fait, sans que tu lui dises de faire quoi que ce soit, tu vois, sans lui avoir envoyé la moindre information cognitive, tout seul, il a appris avec du feedback, je sais pas comment il fout, hein, mais il a appris la figure pendant que tu dormais, tu vois. Et t'as pas rêvé de la figure, t'as pas... Je sais pas, encore une fois, tu lui as rien dit, toi. Tout ce que tu voulais, c'était dormir. Et le lendemain, tu rentres la figure et en fait, genre, tout fait du sens. Et c'est flippant, hein. Et c'est vrai, quoi. Ouais. Tu te dis, je sais plus combien on utilise notre cerveau, 10-11%, tu vois, mais de pouvoir se dire, t'imagines si on utilisait tout le bordel là-haut, genre, comment ce serait powerful. Et bien sûr, du coup, c'est que très récemment que maintenant on se dit qu'il faut du repos pour les sportifs pour qu'ils soient le plus performant possible, mais c'est complètement antinomique avec ce qui se passe
où les joueurs de foot, ils ont de plus en plus de matchs, les joueurs de tennis, ils ont de plus en plus de tournois. Donc on dit, ah ouais, c'est vrai, genre c'est bien, il faut que vous vous reposiez les gars pour être le plus performant possible. Et ils peuvent pas. Enfin, t'as vu là, dans le foot et dans le tennis, on est à 2 doigts d'avoir des grèves de joueurs. Jules Koundé, il disait... on va avoir un syndicat pour faire des grèves. La nouvelle formule de la Champions League, c'est complètement ouf, tu vois. Genre, ils ont rajouté des matchs. Là, la Ligue des Nations, on a fait des matchs contre Israël, contre des... Enfin, je sais pas, on s'en tape le coquillard, la Ligue des Nations, non? Enfin, je sais pas, genre... Et du coup, et pour revenir au sujet du repos, on sait qu'on a toutes ces infos précieuses et on les utilise pas dans plein de sports, tu vois. Donc ouais, c'est plutôt dommage, mais bien sûr qu'il faut laisser reposer son cerveau. Enfin, et encore une fois, c'est trouver le curseur, parce que si tu te reposes trop, t'es plus performant. Mais non, mais c'est vrai. Et voilà, après, tu vois, il y a des trucs maintenant où je bosse avec mon nutritionniste, où un des trucs les plus importants dans le sport, c'est quand même ce que tu te fous dans le corps. C'est vraiment ton fuel, quoi. Genre, littéralement, si tu te mets du mauvais samplon 95, ta voiture, elle va pas fonctionner, tu vois. C'est la même chose chez les sportifs. Et ce que tu bouffes, à quelle heure tu le bouffes et tout, sur le sommeil, c'est tellement impactant, tu vois. Genre, maintenant, t'as tout plein de moyens, que ce soit sur Oura, Ring, sur Whoop, ou quoi, qui te donnent, ou les montres qui te donnent plein d'informations sur le sommeil. Faut les utiliser, quoi. Faut savoir les interpréter ou les utiliser. Ouais, mais regarde, tu regardes, si tu vas te coucher à 23h, mange pas à 22h, en fait. Parce que tes 5 premières heures de sommeil, elles vont être juste faites pour digérer, et du coup, tes battements cardiaques, ils vont être hyper hauts pendant ces 5 heures, et tu te reposes pas, en fait. Donc, si tu veux te coucher à 23h, bouffe à 19h, tu vois. Et tu vas dormir tellement mieux. Et c'est quand même hyper simple de se dire, parfois socialement c'est relou de bouffer à 19h parce que tu vas faire un resto et tout, mais faire un resto, je sais pas, et là je parle pas pour les sportifs, tu vois, mais ça, l'alcool aussi, putain, c'est fou l'impact de l'alcool sur le corps, tu vois. Et moi j'ai fait énormément la fête quand j'étais quand j'étais en activité jusqu'à mes 25-26 ans, tu vois. Et maintenant, tu regardes, tu bois une pinte. La dégradation du sommeil, c'est fou, quoi. La déshydratation, le fait que ton cœur, du coup, il batte plus vite et que tu te reposes moins. Genre, c'est ouf comme c'est important ce que tu te fous dans le cornet, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai. Mais là, moi, ça fait, on va dire, ça fait 1 an que j'ai réalisé sur l'alcool, là. Et j'ai vraiment, je note dans un carnet, j'essaye de boire le moins possible. Je suis à 12 jours, je crois, entre 12 et 15 jours sur 1 an, où je me suis autorisé un verre ou 2, tu vois. Et je vois l'impact sur la forme, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingo. Mais je pense qu'il faut pas non plus complètement arrêter l'alcool, se dire je bois plus. Parce que t'envoies un message de privation à ton cerveau, faut et ça comprend pas la négation, le cerveau, ça a été prouvé. Genre, et tu dis je bois plus, ou alors tout d'un coup je mange plus du tout de viande. Tu vois, genre, enfin je sais pas. Moi j'ai essayé d'être végétarien pendant un moment et ça a pas marché pour moi. Parce qu'en fait, je me privais d'un truc et mon cerveau, à un moment, il a dit mais vas-y, pourquoi tu me prives de ça, tu vois. Et pareil avec l'alcool, tu vois. Pareil, moi, ça m'arrive de boire des coups parce que mentalement, t'as besoin parfois d'être avec tes potes, de décompresser, et ça te sert justement derrière pour être plus performant, parce que tu sais que t'as vécu un bon moment et que tu passes à autre chose. Mon nutritionniste, je lui demandais l'autre fois, est-ce que c'est vrai ce mythe de boire une bière après le sport, est-ce que c'est bon pour la récup? Elle me dit, non, c'est mauvais pour la récup. L'alcool, ça déshydrate, donc ça déshydrate les muscles, ça déshydrate ton corps, donc c'est pas bon, donc c'est faux. Mais par contre, c'est bon d'avoir une récompense. D'avoir une récompense pour ton cerveau, en fait. Donc fais-le. Si t'as envie de la boire, c'est le bière, genre. C'est complètement fine, tu vois. Ce qui est fou, c'est la bière sans alcool, c'est bon pour la récupération. Genre de boire une bière sans alcool. Genre parce que t'as du weed dedans et c'est bon pour la récupération. Et bref, donc voilà, il y a toujours ce curseur à trouver. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce curseur, il est différent pour chaque individualité, chaque athlète. Donc, tu vas pouvoir faire toutes les masterclass du monde en ligne en disant « Regardez ce que je fais, ça marche pour moi ». Faut que tu essayes par toi-même. Faut que tu essayes par toi-même, de trouver le bon fonctionnement par toi-même, parce que
ça dépend de plein de paramètres en fait. Genre de ton entourage, de ta femme, est-ce que t'as des enfants, est-ce que tes parents ils boivent des coups à Noël, enfin tu vois, genre ça dépend de trop de trucs. Et donc il faut juste trouver ce qui marche pour soi-même, c'est hyper important. Et d'essayer de le comprendre le plus tôt possible dans la vie. Et c'est chouette aussi. Toi tu l'as compris à quel âge? J'ai toujours pas compris, heureusement, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais non, moi j'étais un sacré fêtard, j'étais un sacré zozo. Hein. Bah, tu vois, dans le monde du BMX et tout, ça. Ouais, ça fait la fête. Hein. En vrai, bah, tu vois, on avait tous 21, 22 ans sur le circuit mondial à avoir une compète dans un pays différent chaque week-end. Vous gagnez toujours les mêmes gars. Avec tes sponsors, oui, mais oui, tu gagnes un peu d'argent. Mais ouais, tu te mets à faire la fête parce que bah, t'as des groupies, parce que bah, c'est facile d'aller en soirée, de trouver des gens à chaque fois dans les lieux qui veulent te montrer un bon moment, tu vois. Et ouais, tu peux vite te faire la tentation, elle est facile. Embarquer là-dedans. Ah ouais, c'est clair. Et, mais je suis trop content de l'avoir fait parce que je l'ai tellement fait et finalement je me suis dégoûté à 26 ans, tu vois, genre je me suis pété la cheville gravement et ça a été une remise en question de ouf en mode voilà, tu fais n'importe quoi, genre tu vas droit dans le mur si tu continues comme ça. Donc je me suis petit à petit, j'ai eu une transition, pas du jour au lendemain, j'ai arrêté de faire la fête, tu vois, mais j'ai eu une petite transition sur on va commencer à faire attention avec Red Bull, trouver un nutritionniste, un coach mental, un physio, un coach pour la salle. Et finalement, tu vois, t'arrives à te faire ta popote et dire c'est ça qui marche pour moi. Mais encore une fois, je suis content de l'avoir fait parce que je sais que j'aurais pas envie de le faire à 45 ans alors que je vais avoir 2 enfants et une femme, tu vois. Genre, au moins, genre, je me garde de faire ça. Qu'est-ce qui marche pour toi? Les trucs là dans ta santé, dans tes routines, dans tes trucs là actuellement, il y a quoi? Ce qui marche pour moi, je te disais sur le sommeil, c'est ces 2 trucs, manger pas trop tard avant de se coucher et limiter l'alcool. Après, faire plein d'activités différentes, de surtout pas avoir la même journée, ce qui est vraiment pas le cas de plein de sportifs de haut niveau. Il y a plein de sportifs de très haut niveau qui adorent avoir la même journée. Tu vois, une routine. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression à la fin d'une carrière de sportif, c'est qu'on a tellement eu la même journée pendant des années que quand t'as plus besoin, bah, tout s'arrête, t'es complètement déphasé. Donc moi, parce que je sais que c'est la fin et parce que ça m'amuse, j'essaye le lundi d'aller taper un tennis, le mardi d'aller faire de l'aérox, le mercredi d'aller courir. Et du coup, ça c'est super important pour moi de faire plein de choses différentes, de jamais aller m'entraîner au même endroit en BMX. Tu vois, genre je change de spot chaque jour. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est relou, tu vois, t'as l'impression d'aller au bureau. Et non, mais c'est vrai. Et moi, je me suis toujours juré que ça resterait une passion et un plaisir d'aller rider. Je me suis jamais forcé une seule fois de ma vie à aller m'entraîner. Je me suis jamais dit ouais, j'ai pas envie d'aller faire du bike, mais il y a une compète qui arrive, faut que j'aille m'entraîner. Je sais pas, je me suis toujours gardé parce que j'ai pas de coach sur mon vélo qui me dit allez mon pote, faut aller s'entraîner. T'as jamais eu de coach, non. toi? Sur mon vélo, non, j'ai jamais eu de coach. Maintenant, c'est très développé, hein. Il y en a plein des coachs. Tu vois, qui donnent des conseils sur comment construire un bon run de compétition, comme des conseils sur l'originalité. Tu devrais, vu ton style, essayer cette figure. Et moi, j'ai jamais eu ça et je pense que là, c'est beaucoup trop tard pour avoir ça. Il serait avec toi, il comprendrait pas là. Ou c'est moi qui le comprendrais pas. Mais ouais, tous les petits jeunes qui arrivent là sur le circuit, eux, ils sont des coachs, ils sont peut-être des gars de ta génération qui ont bien tourné et qui maintenant... Ils sont coachs, ouais, exactement. C'est toi, ça te dit? Ah non, pas du tout. Ouais. Non. Moi, une fois que je fais plus du BMX professionnellement, ce qui veut dire en compétition, je sors complètement de ces trucs de compétition. Parce que mon sport, il y a 20% c'est la compétition et le reste, c'est primordial aussi, filmer des vidéos, faire la transmission avec les jeunes. Et quand je parle de transmission, c'est pas entraîner un jeune pour une compétition, c'est juste lui apprendre à faire des figures pour qu'il kiffe, tu vois. Et tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, être pro-rider aujourd'hui en BMX, la compétition, c'est une toute petite partie. Et ce qui n'était pas le cas, moi, quand j'ai commencé, c'était presque
beaucoup plus important avant. Aujourd'hui, je crois que tout le monde s'en fout de qui gagne la compétition. C'est fou. Ouais, mais c'est par le contre, meilleur tricks, la plus belle vidéo. Ouais, exactement. C'est devenu vraiment un truc d'image et moi je trouve ça trop chouette en fait. Parce que bah tu peux avoir une carrière sans être le meilleur techniquement ou en compétition. Il y a des gars qui sont trop chauds techniquement et tu les mets devant le fait accompli d'un run de compétition, ils pètent complètement les plombs parce qu'ils sont pas branchés pour la compétition. Moi j'ai toujours été branché dès le début de ma carrière sur la compétition, genre on m'appelle pour mon run, genre je suis focus, ultra focus et ça rentre, tu vois. Il y a des gars qui sont plus forts techniquement, ils arrivent au moment de la compétition, il y a tout qui tremble, il se passe plus rien, tu vois. Ouais. Donc c'est chouette qu'il y ait ces alternatives maintenant à pouvoir faire un peu l'influenceur ou être créateur de contenu, ouais. C'est chouette. À quel moment toi d'ailleurs ça a commencé à bien marcher pour toi? Tu disais ouais, au début on gagne quasiment pas d'argent et tout. À quel moment il y a eu un peu le tipping point de ah ouais c'est cool en fait, maintenant je m'en sors bien? Alors il y a vraiment eu 2 tipping points dans ma carrière. C'est le moment où je suis passé de amateur à pro. C'est le premier chapitre du bouquin où je pars à la Nouvelle-Orléans en 2007, donc j'avais 18 ans, pour faire ma première grosse compétition internationale. C'était une manche de Coupe du Monde et le lundi de la compétition, du coup la compétition c'était le samedi et le lundi il y avait les résultats du bac. Et donc j'arrive à la Nouvelle-Orléans complètement rookie, personne ne me connaissait trop, tu vois, et je gagne la compétition complètement à contre-cours du jeu, tu vois. Je bats un Américain qui était ultra favori en plus chez lui, tu vois, et on fait une méga fête le samedi. Le dimanche soir je reprends l'avion, le lundi mon père me récupère à Charles de Gaulle, on va voir les résultats du bac et j'ai le bac. Okay. Et donc c'était vraiment un week-end charnière pour moi parce que mes parents m'avaient dit le jour où tu as le bac, bah, tu peux déménager à Paris. Je viens de banlieue parisienne, à 30 minutes au sud de Paris. Tu peux déménager à Paris en coloc et vivre ta vie, tu vois. Et donc ça a été mon premier aha moment, en mode bah, je passe d'un truc amateur à ça va être mon métier, tu vois. Et le deuxième, c'était 8 mois plus tard, quand j'avais plus une thune parce que je venais de déménager à Paris et que je me suis dit merde, là il va falloir que je trouve un job parce que bah, en fait être pro c'est trop dur. T'es plus chez papa-maman, t'as un loyer à payer, de plus en plus de billets d'avion à choper parce qu'il faut faire le tour mondial. Et en avril 2008, Red Bull est arrivé en France et m'a fait un contrat. Et du coup, ça a été le deuxième moment où le pivotal de ma carrière, c'est bah voilà, j'avais signé un contrat avec Red Bull. Mon premier contrat, c'était un budget voyage illimité. Donc j'avais accès à leur agence de voyage et je pouvais dire bah là lundi j'ai besoin de partir au Japon parce que samedi j'ai la compétition là-bas, donc booquez-moi le vol, l'hôtel pour la semaine et puis un des team managers de Red Bull au Japon qui vient te choper à l'aéroport, qui te met à l'hôtel, parce que je remets dans le contexte, j'avais 18 ans, tu vois. Et donc pour mes parents c'était vachement rassurant d'avoir des gars qui viennent me choper à l'aéroport et puis on a continué la relation et aujourd'hui je suis toujours chez Red Bull et ça fait 16 ans, tu vois. Chez Red Bull, hein. Ouais, tu vois, ça fait 16 ans que je bosse avec la marque et oui, aujourd'hui j'ai un beau contrat et qui me permet de vivre, mais ça fait tellement longtemps que je bosse avec eux et c'était vraiment ce moment-là qui m'a fait passer de amateur à pro au niveau, on va dire, idéologique et économique. Et derrière Red Bull, j'ai jamais eu trop de problèmes de pognon derrière parce que c'est un cercle vertueux. Quand tu signes chez Red Bull, vu qu'ils signent que les meilleurs dans toutes les disciplines, bah, beaucoup plus visible. Les autres marques, elles s'intéressent à toi et puis ils ont un service de communication qui est ouf, tu vois. Donc si t'as une idée de vidéo, ils te font péter la vidéo. Si t'as un problème physique, ils ont un centre en Autriche où tu peux te faire réparer le corps, tu vois, genre c'est cool. Et donc derrière j'ai pas eu de problème. C'était quand même chouette. Donc ça a été très tôt dans ma carrière que j'ai réussi à me sécuriser un truc. Après c'est parce que j'ai été bon avec mes sponsors direct, tu vois. J'ai chopé un agent qui m'a dit bah tu vois il faut faire ci, il faut faire ça, et parce qu'il y a plein de kids qui se disent être sponsorisés. Il y a plein de kids qui nous écoutent, donc si t'as 2-3 tips, ça prend, je pense. Non mais tu vois juste quand une marque te sponsorise, être sponsorisé
et recevoir 5 paires de shoes et un peu d'argent, c'est que le début, c'est pas une fin en soi. C'est le moment où il faut commencer justement à capitaliser sur l'avenir et être proactif. Et ça, c'est le mot hyper important, c'est proactivité. Et toujours surprendre ses sponsors à envoyer des news de ce que tu as fait. Toujours, en anglais, ils ont ce mot, c'est overachieving. Genre, en faire plus que ce qu'on attend de toi. Ouais. Ça, c'est hyper important quand tu es sponsorisé. Et du coup, quand arrive la fin de l'année et que tu dois renégocier ton contrat, le team manager, il regarde ce que tu as fait pendant l'année et il se dit, ah bah lui, il a fait grave le taf, on le re-signe, tu vois, pour 2-3 ans, trop bien. Et c'est comme ça que tu arrives à faire une carrière en faisant plus que ce qu'on te demande. Et il y a plein de kids qui font juste ce qu'on leur demande. Ouais, ce qui est déjà bien. De faire 3 photos, ils font 3 photos. Ouais. Moi, dans ma carrière, on m'a demandé de faire 3 photos. J'en faisais 10, plus une vidéo. Et je disais, bah voilà. Et le mec, il fait, ah bah trop bien, mais Mathias, c'est trop cool. C'est ça le meilleur conseil. Genre, toujours mets-leur en plein la gueule et tu seras successful. Non, mais c'est vrai. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Il faut pas non plus se travestir et faire des trucs pour gratos, machin, mais toujours. Si ça te coûte pas grand chose, fais-le. Voilà, quoi. Fais-le. Si ça fait plaisir, fais-le. Ouais. Tu vois, ce truc d'influence où maintenant t'as des packages en mode alors tu vas poster un Reels et 2 stories. Et t'as une fille. Moi, à chaque fois, j'en fais toujours un peu plus, tu vois. Et le client est trop content et tu sais que 2 mois après, il te rappelle. Alors que si t'avais juste posté un Reels et 2 stories, bon, bah voilà, on va aller voir le prochain mec parce que on a déjà bossé avec lui et bon, voilà. Et c'est important. Toujours en faire plus que ce qu'on te demande. C'est le meilleur conseil, ça. Ouais, mais tellement. Non, mais faut que ça soit. Je pense qu'il y a 2 trucs dans ce que tu dis. C'est effectivement se rendre compte que le gagne-pain, c'est plus le sponsor et du coup, faut lui faire faut jouer son jeu en fait. Jouer avec lui, jouer en coéquipier, lui envoyer des news, être en vrai partnership et aimer bosser quoi. Ouais. Aimer bosser. Si t'aimes pas faire ça. Ouais, bah c'est ça la clé du bonheur, c'est de kiffer ce que tu fais et de te lever le matin et en se disant je suis refait de faire. Et malheureusement, sans partir dans des vieux trucs, enfoncer des portes ouvertes, mais il y a énormément de gens qui se lèvent le matin et qui kiffent pas ce qu'ils font, tu vois. Et moi, en fait, là, je suis en mode survival dans les prochaines années. J'ai tellement fait pendant 20 ans là, ce que j'adorais, que je m'oblige là, genre, à faire plein de projets autour du BMX pour continuer à avoir cette vie où je kiffe me réveiller le matin et me dire vas-y, on va faire plein de projets. Et que ça ne soit pas une petite mort. Cette fin de compétition. Ouais, mais tu vas faire tellement d'autres trucs, c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais après, ça se prépare. Tu vas au cinéma et tout, tu te régales quand même. Oui. Bah, après, le cinéma, c'était une petite parenthèse, c'était marrant, mais... T'as pas envie d'en refaire ? Pourquoi pas, s'il y a le bon projet, avec la bonne équipe et tout. Mais l'expérience au cinéma, elle était tellement... belle et avec cette réalisatrice Axel Lafont qui était hyper bienveillante avec l'équipe d'acteurs du film, on est devenus tous potes, c'était une colo, tu vois, et ça se passe jamais comme ça, les tournages, il y a toujours des gars avec des plus gros égos et ça part toujours en couille un moment, tu vois, et là zéro, donc je me dis vas-y, j'ai une expérience de ouf, le film il a cartonné sur Netflix, peut-être que je m'arrête là. Et en plus, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. T'es pas acteur comme ça, tu vois. Moi, j'avais du craft à faire et c'est chronophage de ouf. Et c'est mal payé. C'est vrai. Hein. On pourrait dire que c'est l'inverse, quoi, tu vois. Mais j'aurais pas dit ça, tu vois. J'aurais pas dit ça. Mais après, le taf que tu fais, c'était du taf d'apprendre le comédien ou c'est l'apprentissage des textes, apprentissage t'apprends le texte. Déjà, pour être un bon comédien, il faut quand même apprendre son texte sur le bout des doigts et puis apprendre le texte des autres aussi. Parce que il faut le dire au bon moment, ton texte. J'y ai pas pensé. Du coup, c'est quand même... C'est à moi de parler, les gars. C'est ça. Du coup, ça, c'est quand même beaucoup de travail. Et puis, c'est très mécanique d'être acteur. Tu peux pas... En fait, il faut jouer
être naturel. Tu peux pas te dire je vais faire comme dans la vie de tous les jours et être naturel, parce que la caméra elle capte tous les petits trucs, et du coup il faut toujours un tout petit peu surjouer pour que ça paraisse naturel à la caméra. Du coup, genre, ça reste quand même très mécanique, tu vois. Genre, je me rappelle d'une scène où je devais jouer mon rôle, c'était Julien, tu vois. Genre, c'était un ado qui était pas hyper sûr de lui, tu vois. Et il y a un moment où je dois jouer, là, tu vois, où tu regardes un peu à droite, à gauche, où t'arrives pas à fixer le regard, tu vois. Et tu vois, il y a Axel qui me dit, ok, là tu regardes à droite, tu regardes à droite, là tu regardes en face, là tu regardes un peu tes pompes. Et tu vois, et à chaque fois, les scènes, tu la refais, parce qu'en plus, avec les contre-angles, il faut exactement les mêmes regards pour que ça fasse les bons cuts. Et donc, ça reste un truc hyper mécanique. Donc, c'est beaucoup de travail. Tu peux pas te dire, ça va jouer, je suis bien dans mes baskets, je vais réussir à être un acteur. Ah non, c'est du taf de fou, tu vois. Ouais. Et pour être un bon acteur, il faut énormément travailler. Et j'ai pas le temps. Ok. Je m'étais noté, j'avais envie de parler de couple avec toi. Parce que je me suis dit, putain, c'est grave le couple parfait. Franchement, je sais pas. Non, mais on sait tous dans les backgrounds et tout. Et je me suis un peu, je vais pas dire reconnu, mais un peu projeté. C'est ma petite amie, ma compagne. Elle a été mannequin pendant 5 ans à peu près. Elle n'a pas été top modèle. Tu as été mannequin, donc beaucoup de photos pour des sites, beaucoup de... Tu sais, comment ça s'appelle, tu sais, quand tu fais une journée pour un créateur, mais tu sais, il fait juste de la couture sur toi, en fait. Tu fais patron, en fait. Voilà. Ok. Et c'est un peu, tu vois, l'antichambre du modèle, des podiums et tout. Et elle m'a dit, bon, elle a pas kiffé cet univers-là, tu vois. Et c'est vrai que quand je vois ton univers, qui est un peu rock'n'roll quand même, tu vois, les tatouages, les jeans larges, dockers et tout, très brut, les hangars et tout, machin. Non, après, tu vois, il y a d'autres choses, il y a les réseaux et il y a qui t'es dans la vraie vie. Et le monde un peu du mannequinat qui est très dans la perfection, pas de sourire aussi. On leur interdit aux mannequins de sourire et tout. Toi, tu te sens bien dans cet univers-là ? J'ai l'impression que oui. J'allais dire non parce qu'on sort de la Fashion Week et moi à chaque fois dans les événements je suis un peu en patate, tu vois, genre, je sais pas trop où mettre mon corps ou quoi, mais c'est, en fait comme je commence à connaître du monde du coup je commence à me sentir bien, tu vois, parce que c'est juste ça, il faut juste quand t'arrives à des événements que tu connaisses du monde, tu vois, parce que si t'es là, t'as toutes les stars du monde entier, mais bon toi tu connais personne, tu vas vite être en patate avec toi-même, tu vois, et après Constance, elle est tellement pas dans ce monde en vrai. Genre, alors oui, c'est une top modèle et ça a été toute sa vie, mais elle peut pas être plus éloignée idéologiquement de ce monde-là, tu vois. Genre, en tout cas à la maison, tu vois. Genre, elle est pas du tout élitiste, pas du tout. Elle est hyper bienveillante. Elle est drôle. Donc ça a jamais été un souci pour nous, tu vois, ce décalage entre le mannequinat qui peut être un petit peu très élitiste et la mode qui peut être un peu très élitiste et le BMX beaucoup plus à la cool, tu vois. Et en fait, on s'est juste beaucoup apporté l'un l'autre, je pense. Où je vais peut-être apporter un peu un côté loose, tu vois, où je suis beaucoup moins organisé, et, un peu plus rock'n'roll, tu vois. Et elle m'a apporté un côté beaucoup plus mode qui me sert aujourd'hui pour mes contrats, tu vois. Et donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et c'est vrai que c'est hyper... Après, moi, je suis vraiment quelqu'un d'hyper curieux, tu vois. Et du coup, ça me fait rire de vivre des situations un peu cheloues. Donc, ça me dérange pas d'être dans un défilé où c'est le zoo total, tu vois, où il y a des gens qui sont habillés n'importe comment et genre où c'est grandiloquent et tout, et tu fais mais qu'est-ce que c'est, et en fait j'adore ça parce que c'est différent de ce que je fais d'habitude, mais si c'était effectivement juste ça mon monde, ça me saoulerait, je pense, tous les jours. Ouais, mais juste le fait que ce soit 2 semaines par an, ça me fait rire en fait. J'embrasse le truc en mode vas-y, on va au zoo. J'ai rencontré des animaux.
Non, mais après, il y a trop de gens cool dans la mode, franchement. Ouais, bien sûr. Il y a vraiment C'est des énormément de gens personnages, hein. sympas. Franchement, c'est des C'est personnages. des personnages. Et c'est trop chouette de pouvoir avoir accès à ce monde-là. Comme c'est très chouette de pouvoir retourner au monde du BMX très rapidement après. Comme ça, genre, t'arrives à faire ta petite popote. Mais c'est comme, tu vois, je te disais l'autre fois, il faut avoir fait plein de pays dans sa vie pour se faire une bonne opinion. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne opinion, en tout cas une opinion intéressante sur son propre pays. Et je pense qu'il faut, au même titre, avoir évolué dans plein de cercles différents pour se faire une opinion intéressante de son propre cercle. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Parce que souvent, on va cracher sur ce qu'on connaît pas. Ah, ils se la racontent, les gars de la mode. Ou, les mecs du BMX, c'est des pourraves, tu vois, ils fument du shit, ils boivent des bières. Sauf qu'il faut aller voir ce qui se passe dans les autres mondes pour se dire, en fait, finalement, on est tous pareils, on essaie juste de nous mettre dans des boîtes et... Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire plein de trucs différents et d'aller dans plein de cercles différents, que ce soit le cinéma, la mode, l'art, le sport, rencontrer plein de sportifs différents. C'est extrêmement intéressant. Et juste, pas se dire, je reste dans ma petite zone de confort, dans mon monde et de critiquer les autres, tu vois. Et moi, c'est une chance de ouf de pouvoir aller dans plein de milieux différents, tu vois. Maintenant, la finance, l'entrepreneuriat, c'est trop cool, tu vois. Le gars le plus fort là-dedans, c'est Gaël, mon fils. Tennisman, qui, lui, dès qu'il est blessé, genre, il fait des stages dans des endroits un peu différents. Genre, il avait fait un stage dans une banque pendant 6 mois, quand il était blessé à la banque Rothschild, pour apprendre la finance. Et, je savais pas ça de lui. Ok. Et tu vois, genre, c'est trop cool, parce que ça te donne un bagage de ouf sur qu'est-ce que c'est la finance, ça va pouvoir me servir plus tard dans ma carrière ou pendant ma carrière, tu vois. Et je prends un peu exemple sur lui, tu vois, t'essaies de faire plein de trucs différents. C'est chouette. Tu te nourris de faire plein d'expériences différentes. Ouais. Encore une fois, de jamais avoir la même journée et d'avoir accès à plein de gens. Et même, en fait, ce qui est trop bien, c'est les mauvaises rencontres. Tu te dis, putain, lui, il était pas cool, tu vois, genre... Mais ça te donne quand même du feedback, genre en mode ça j'ai pas envie d'être ça, tu vois. Et donc du coup ça fait évoluer ta personnalité. Mieux les prochains relous. Ça, et puis toi, comment tu deviens, comment t'évolues aussi comme une personne. Quand tu vois, moi quand je vois des gens qui traitent mal d'autres gens moins bien placés qu'eux, ça me renforce dans mon idée qu'il faut que je traite encore mieux les gens qui sont sur le papier moins bien placés que moi, genre les assistants de l'assistant, le vigile en boîte ou quoi, genre. Et du coup, moi, j'y mets un point d'honneur maintenant. Genre, quand tu arrives sur un set, tu vas saluer absolument tout le monde et tu te comportes de la même manière, exactement de la même manière avec tout le monde, que ce soit le directeur artistique en chef ou le stagiaire qui va te chercher ton café. Il n'y a aucune différence. J'essaye en tout cas d'avoir aucune différence d'attitude avec ces deux personnes, tu vois. Et ça te sert de ouf parce qu'un jour, le stagiaire qui est parti te chercher ton café, c'est lui qui va être directeur artistique parce que les gens, ils sont en constante évolution. Et il va se souvenir que tu as été cool avec lui et du coup, il va te prendre sur le job. Du coup, soyez gentil avec tout le monde, c'est très important. Mais ça m'inspire de ouf. Ça m'inspire de ouf. Moi, mon père, il m'a toujours dit, plus une personne a un job compliqué ou ennuyeux ou que toi, tu voudrais pas, plus tu dois être sympa avec elle. Bien sûr. Parce que ça peut être pénible pour elle et il y a peut-être des gens qui sont pénibles avec elle. Et si toi, t'es le mec sympa, ça te servira toujours un jour ou l'autre. Parce qu'en plus, ça peut être l'assistant de l'assistant qui te sert le café, mais ça peut être celui qui va t'ouvrir la porte parce que t'as oublié tes clés à 6h du mat et c'est le seul qui peut te sauver, tu vois. Bien sûr. Parce que c'est lui qui a pensé à les récupérer, qui les a vus au moment où t'es parti, tu vois. C'est lui qui a tout rangé, tu vois. Et si t'avais été un con, il aurait pas récupéré, il dit on va le laisser en galère, c'est un con, tu vois. Ouais, décroche pas. Et surtout dans ces petits milieux, ça va très vite. Si tu t'es bien comporté ou si tu t'es mal comporté, c'est comme une traînée de poudre. C'est vraiment... surtout en France, tu vois, où on n'est pas un énorme pays, où il n'y a pas vraiment énormément de gens qui sont un peu connus et tout, ça va super vite si t'es... je suis pas parfait, hein, loin de là, tu vois, très loin de là, mais au moins j'essaye d'avoir une bonne attitude avec les autres humains, en tout cas. Ok. En tout cas, je te remercie parce que là, tu as mis le doigt sur un truc que j'essayais de formaliser, d'expliquer, de ressentir, où je me disais, tiens,
j'ai envie d'incarner une personne, tu vois, charismatique, élégante et accessible tout le temps, tu vois. J'ai envie d'être... C'est les 3 mots qui me parlent. Et là, je trouve que toi, tu le fais bien, quoi, tu vois. Tu mets à l'aise les autres. Mais c'est vrai, tu mets tout de suite à l'aise les autres et tout. Je t'ai vu, ça m'a impressionné. Je me suis dit, tiens, ça, j'ai envie d'être. Ouais. Mais... Ouais, et puis tu passes un bon moment, tu vois. Genre, tu passes un meilleur moment quand tu mets à l'aise les autres. Ça veut dire que du coup, ça va briser la glace. Et tu vois, l'autre fois, on arrive chez Aerox, personne se connaît. Au vestiaire, tu dis bonjour à tout le monde, ça va les gars, putain, on va passer un bon moment et tout, ça va être cool. Ouais. Tu dis parce qu'il y a ce moment chelou, tu vois, quand tu connais personne, t'arrives dans un vestiaire, c'est petit, tout le monde est à poil, c'est chelou. Et si t'es pas le mec qui va briser la glace, genre, ça va être bizarre. Plus longtemps. Alors que tu sais que la glace va être plus grosse. Ouais. Et tu sais qu'à un moment elle va se briser, donc tu dis pourquoi ne pas la briser maintenant en fait, tu vois. Tu vas dire bonjour à tout le monde et puis voilà, c'est fait quoi. C'est bon, elle est belle, hop là. Est-ce que tiens, juste pour terminer sur le sujet du couple un peu, tu vois. Vous êtes rencontrés comment d'ailleurs ? Je switch là, mais... tu veux la vraie ou la version... Je veux la vraie. La vraie. The True Story. Alors... By Mathias Dandois. Elle est cool cette histoire. Elle est un peu chelou, mais elle est cool. Si, j'adore les histoires cheloues. On va essayer de faire court et efficace. Donc, c'était 2018, j'étais célibataire. Et en soirée, je fit avec une fille qui s'appelait... je match avec une... comment on dit ? Je passe un bon moment avec une fille qui s'appelait Constance. Et tu vois, genre, peut-être qu'on s'embrasse ou quoi. Et on rentre chacun de notre côté. Et je crois que j'avais pas pris ces infos. Et le lendemain, je veux la retrouver sur... je me suis dit, je vais essayer de la retrouver sur Insta, tu vois. Et je tape Constance sur mon Insta. Et je vois... le premier qui arrive, c'est Constance Jablonski. Je tombe sur son profil. Et je la suis sur Insta. Et je crois... qu'il y a le film MILF du coup qui sort à ce moment-là, et il y a une des copines de Constance qui a vu le film et qui dit mais t'as vu, il y a Mathias Dandois qui te suit, il fait du BMX, c'est un acteur et tout. Et Constance elle dit c'est qui ce con et tout. Et on se connaissait pas du coup à ce moment-là. Et donc elle était célibataire aussi, et donc elle se met à me suivre en se disant vas-y, il a l'air drôle, je le suis, tu vois. Et donc moi je sais pas, genre 2 semaines après avoir suivi Constance, je reçois une notification, Constance Jablonski a commencé à vous suivre. Et je suis putain, cool, on se suit sur Insta, tu vois. Et donc 2 secondes plus tard, j'envoie un message privé. Voilà, coucou, tu vois. C'est toi que j'ai embrassé ? Non, du coup, c'était pas elle. Et tu le savais. Ça, je le savais. Ouais. Et je sais pas, j'ai dû lui faire... Elle avait posté un truc sur Nadal, un joueur de tennis. Et du coup, je lui fais une vanne sur Nadal et on commence à parler, et puis elle était à Paris à ce moment-là, on s'est vu, et puis bam, fast forward, on a 2 enfants et ça fait 7 ans, tu vois. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça, c'est très 2024. Non mais trop bien, trop chouette l'histoire. Et c'est comme ça, des fois il y a des mondes qui se rencontrent et ça marche direct, quoi. C'est la formule magique, quoi. Merci au film MILF et merci à cette Constance, que du coup j'espère qu'il se reconnaîtra un jour. Tu l'as retrouvé ou pas ? Non, non, du coup. On fait un appel à témoins. On cherche une Constance. C'était quoi la boîte ? Les bains-douches ou quoi ? Quelle heure il est ? T'as encore un peu de temps ? Non, je joue large. Vas-y. On fait un appel, on recherche. Moi, je voulais rechercher, ça me fait une transition pour le marathon. Sans transition. Sans transition. Oh, putain. Mais non, mais mon tout premier marathon, je cours. Et sur les 10 derniers kilomètres, il y avait une meuf qui avait exactement le même t-shirt que moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un t-shirt rouge Mud Day. Je sais pas si t'as déjà fait ce genre de course et tout, là. Le Mud Day. Et on courait à la même vitesse, et elle avait une jolie silhouette, tu vois, en legging et tout, petit t-shirt, machin. Si t'aimes pas. Et on se suivait. On s'est suivis pendant 15 ou 12 kilomètres, tu vois. Et à la fin, on a passé la ligne d'arrivée, et tu vois, va me taper la main, tu vois. Moi, j'étais à 2 doigts de... Tu sais, j'étais un peu sur un nuage et tout, genre j'ai terminé mon premier marathon, j'ai failli lui prendre la tête et lui rouler une pelle, quoi.
Mais non, mon pote. Et finalement, au dernier moment, j'ai esquivé la tête. Je me suis mis à côté, j'ai fait comme ça. C'est elle un peu, elle un peu moi. Parce que j'étais sous endorphine de ouf, tu vois, après 4 heures et tout. Et tu sais, j'avais l'impression que je la connaissais par cœur, tu vois. Ça faisait juste 1 heure qu'on courait ensemble, tu vois. On a passé le mur des 30, c'est tout. Et voilà, et je la cherche aussi, mais j'ai jamais retrouvé. J'en ai parlé plein de fois sur ce podcast, j'ai jamais retrouvé. Écoute, un jour viendra. Bon, à quel moment tu t'es dit, tiens, courir un marathon, ça doit être cool? Après, moi, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. Je faisais de l'athlé beaucoup quand j'étais gamin. Vas-y, balance les chronos, gamin, là. Ah, tu te souviens pas? Ouais, mais je faisais du 1000 mètres. Donc, tu te souviens de ton chrono sur? Je crois que c'était 3,12 mon record au 1000 mètres, mais à 12 ans. C'est costaud. Ouais, mais c'est costaud quand même, hein. Et j'en ai fait un 1000 mètres il y a pas longtemps, là, quand il y avait le record du monde du marathon qui avait été battu. Et j'avais regardé, du coup, tu vois, le pace au kilomètre, ce que ça donnait. Je crois que c'était 2,55, un truc comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de courir juste un 1000 en 2,55 pour voir. C'est pas facile, hein. Je crois que j'avais fait 2,50, mais c'est. Ça pique. Ça pique, hein. Après, t'en fais pas deux. Hein. Et lui, il en fait 42. mais ouais, j'ai toujours kiffé courir, j'ai toujours eu. Une facilité à la course à pied. Genre je gagnais, tu vois, haut la main tous les crosses du collège ou je sais pas quoi là, tu sais, quand t'es kids, après tu te qualifiais pour le cross UNSS de la région, après la France, machin. Et j'ai toujours aimé vraiment bien ça. Et après tout au long de ma carrière, du coup je m'en servais pour me faire le cardio, donc j'ai toujours couru toute ma vie. Et en 2016, on a fait New York avec un pote parce que on avait réussi à trouver un dossard via un autre pote, donc on s'est dit vas-y, trop bien, on se fait un kiff de copains, tu vois, on part à New York, on va courir le marathon. Vous y avez fait une prépa ou c'était pas vraiment au talent? Non, un peu au talent, tu vois. Et on avait bu de la tequila la veille et tout, c'était un peu nimp. Et on avait fait 3,45 je crois, un truc comme ça. En picolant la veille? Ouais. Et du coup avec le Team Orange Running cette année-là, on a refait New York, mais là, pour le coup, ils nous avaient mis des coachs à dispo d'Orient. Qu'on embrasse, qui est passé sur ce podcast. C'est un bon, lui. Plus, c'est un des bons, lui. Et du coup, prépa, j'ai fait un petit peu plus sérieusement, tu vois, sans non plus. J'avais pas énormément de temps non plus pour faire une énorme prépa marathon, mais arrivé un peu préparé à New York, j'ai fait 2,57. Et ça, c'était cool parce que passer sous les 3 heures au marathon, c'est un peu le truc rigolo, tu vois. Et puis là, le marathon pour tous, mais j'en ai chié, mon gars. Quel enfer. En fait, du coup, 15 jours d'Olympiade, donc j'avais l'émission du soir sur Eurosport, plus celle du matin, donc à dormir 3 heures par nuit. Plus, j'étais toute la journée au parc urbain, donc en plein cagnard, donc déshydraté. Et j'avais Johan Durand comme pacer. Et au début, je lui dis, viens, on part en 4,30. Je crois. Et parce que tu vois, j'avais encore quand même la prépa de New York, puis j'avais fait le semi-marathon, j'avais fait en 1,18 je crois, et puis un autre 10 km avant où j'avais dû faire 35 quelque chose. Et donc je me dis vas-y, au talent, tu vois, ça y va. Et aucune préparation par contre spécifique marathon, pour le marathon pour tous, rien du tout. 3 sorties avec Martin Fourcade pendant les Jeux Olympiques où on s'est dit vas-y viens, parce qu'il le faisait aussi. Donc on s'est dit vas-y viens, on avait fait 3 sorties de 45 minutes en discutant, tu sais, genre à 4,45 du kilo, on va dire ouais, vas-y, ça ira. Oh, l'enfer que je me suis mis. L'enfer. En fait, j'ai chopé des maux de bide au 17e, je crois. Et je commence à dire à Yodu, putain, j'ai envie de chier et tout, fais chier. Et il me dit, vas-y, à la forêt, tu vois. Genre, et il me dit, après, ça passera, tu vois. Donc, tu vas dans la forêt, tu fais ce que t'as à faire. C'est relou quand même. Et on arrive, là, ça allait beaucoup mieux, donc on reprend. Et on arrive à Versailles, et là, bam, je reprends des crampes d'estomac. Et je me dis, putain, fais chier. Et là, tu pouvais pas t'arrêter en forêt, t'es au milieu de Versailles, et puis je vois un bar ouvert, tu vois. Je dis, je vais aller au bar, tu vois. Je vais pas me faire caca dessus, tu vois. J'ai plus 8 ans et demi quand même. Et je rentre dans le bar, je dis, excusez-moi, genre, je fais le marathon, je suis vraiment pas bien et tout. Et là, le barman, il fait, oh, Mathias Dandois, comment ça va? J'étais là, putain, enfoiré. J'ai mis le bouchon, là. Dépêche-toi. Ouais, je te jure. Donc, bam. Et
refait sur un autre parking, tu vois, genre l'enfer. Et du coup, tellement déshydraté que j'ai chopé des crampes de dingue aux ischios. Donc j'ai essayé de boire de ouf pour faire passer les crampes. Mais j'ai tellement bu que du coup, j'ai envie de gerber de ouf, tu vois. Donc gerber après toutes les 5 minutes. Ah ouais, je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, mon gars, dans un état. Je crois qu'il y a une image là, parce que je suis arrivé dans la zone mixte avec Eurosport, vous pouvez retrouver, j'avais foutu sur mon feed Insta où je suis avec Martin et on est décollé, quoi. Ah, je suis plié. Et vraiment, et ce qui est fou, c'est qu'on l'a tellement couru lentement, enfin pour moi, niveau, tu vois, pour notre niveau, on a couru en 3,45 que j'ai pas eu une seule courbature le lendemain. J'ai tellement peu tapé dans le musculaire, c'était vraiment juste mon bide que je suis jamais autant remis d'un marathon rapidement. New York, que j'ai couru en 2,57, j'ai mis 1 mois de mal de jambes et de... Ah ouais, vraiment. Mais là, ouais, le marathon pour tous, c'était le truc le plus difficile mentalement que j'ai fait de ma vie. Genre en mode, là, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je suis en train de faire. J'étais tellement déshydraté à la fin que même sur le plat, tu vois, j'avais des crampes. Du coup, je courais sur j'avais vraiment les pieds à plat. Genre plus du tout. Si je poussais sur les pointes, les 2 mollets ils s'allumaient. Genre, c'était vraiment infernal. Ah, ça devait être drôle à filmer, hein, franchement. C'était bien. Et il y avait aucun plaisir là. Mais alors que les 20 premiers, c'était chiant, mais c'était fou. Il y avait tout le monde dehors. J'ai jamais vu autant de monde pour le marathon de Paris, par exemple, dehors que là, tu vois. C'était trop bien. Donc les 20 premiers, incroyables. Les 22 derniers, beaucoup moins. La catastrophe. Ça fait partie de la course à pied, hein. Ouais. Digestif. C'était la première fois que t'avais un petit souci. Ouais, première fois. Digestion. Et t'as eu le total, là. Ah ouais. Par tous les trous, frérot. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Je pense déshydraté ou j'avais pas forcément pris une dinguerie, tu vois. Et tellement mal au bide que du coup, j'ai pas pu prendre mes gels. Donc derrière, énergétiquement, ça suivait pas, tu vois. J'étais juste en collapse. C'est long, 42 bornes. Préparez votre marathon, si vous nous écoutez. Vraiment un minimum au moins. Parce que tu peux pas le faire au talent. Tu peux faire 20 bornes au talent, largement. Tout le monde peut faire un semi. D'ailleurs, c'est la discipline la plus drôle, je trouve. Le 10, c'est vraiment, tu te mets la rate au courbouillon direct, tu vois, t'es en 3,25, t'en peux plus, genre, tu fais qu'est-ce que je fous. C'est pas kiffant. Le marathon, c'est long, vraiment. Les 12 derniers, là, c'est long. Mais le semi, c'est cool. C'est cool. Ouais. Genre tu pars en 3,55, tu vois, genre t'es un peu dans ta zone de confort, t'arrives, t'es pas plié, t'as pas de problème à bouffer plein de gel c'est bien. Faites du semi-marathon. T'en referas d'autres ou pas? T'as envie de faire du plus long, du plus court, du semi Non, je referai un 10 un jour pour passer... j'ai fait 35-25 au 10 des Champs-Élysées. Costaud. Donc je ferai un 10 pour passer en dessous des... Pour faire 34-50, tu vois. Pour me dire, comme j'ai fait moins d'1h20 au semi, moins de 3h au marathon, je me dis, vas-y, je vais faire moins de 35 au 10, comme ça, et t'as un peu les trois trucs... 3 références. Ouais, les 3 références. Donc je choperai un 10 un peu rapide un jour, et puis tu fais en vrai 10, tu te prépares un mois, tu fais une petite prépa spécifique de 1 mois, tu peux vite faire un score, tu vois. Ouais, quand t'es sportif au quotidien et tout, et que tu cours un peu dans ta semaine, tu peux le faire plus rapidement. Tu peux le faire plus rapidement. Ouais. Je suis d'accord. Mais même, tu vois, ce qu'on fait avec l'Irox, ça fait le cardio de ouf quand même. Hein. Ouais, alors, franchement, bien, on fait de la zone 2. Hein. Ouais. ouais, on en fait. Tu vois, la séance de ce matin, j'étais en fréquence cardiaque, c'était haut. Hein. C'est quoi ton ergo le pire, celui qui te fait le plus souffrir? Les burpees, mais enfin c'est pas vraiment un ergo, mais ouais, enfin sur quel atelier sur quelle station tu douilles le plus les burpees? Ouais, les burpees, ouais, parce que t'es grand. En fait, mon sport, on tout le temps en train de tirer. Tu sais, sur le guidon, genre, et jamais en train de pousser. Et du coup, moi, j'arrive à créer énormément de force en tirant. Bah, tu vois, l'autre fois, le char, là, je le tirais. Ouais, je te voyais, t'étais à l'aise dessus. Comme s'il n'y avait rien dessus, tu vois. Ouais. Mais la poussée, par exemple, en pompe ou les choses comme ça, genre, c'est juste dû à mon sport, tu vois. Très fort, genre, je peux te faire 25 tractions d'affilée sans aucun problème. Ah ouais? Mais je te fais pas 25 pompes d'affilée. Ah ouais? Ok. Putain, moi je suis à 80-90 pompes et en traction 18-19 quoi. Tu vois. Ah oui. Ouais.
Tu peux faire 90 pompes d'affilée? Ouais. Ah, c'est fou. Ah, moi, je n'en fais pas 25. Ouais. C'est ouf comment les sports différents, ça change tout. Ah bah ouais, grave. Ça change tout. Tu dois trinquer aussi sur les wall balls. Ouais. Ah, les wall balls, je trinque aussi. Ouais. Ah oui. Là, c'est chin-chin, là. Ah, je viendrais voir ça à Paris. Hein. Ouais. Parce que là, Tu fais pas, toi? Si, je le fais en solo. Je le Ah fais ouais. en solo. Je fais Paris en solo, Marseille en solo, Toulouse en solo. Et pour Marseille et Toulouse, le lendemain, je le fais en duo mixte. Avec une partenaire différente à chaque fois. Le but, c'est... En fait, j'aimerais bien... Moi, j'ai quand même un peu, tu vois, mon complexe de... Je voulais être tennisman pro quand j'étais jeune, tu vois. J'ai beaucoup fait de tennis. J'ai cru, mais j'ai jamais eu... j'ai jamais fait de grosses compétitions internationales. Et là, je me dis, tiens, sur Aerox, je peux aller chercher un truc, tu vois. Ok. Au moins, juste participer sur une grosse compète et tout. Donc voilà, je vais essayer d'aller me chercher. Ce matin, j'ai quand même une nouvelle idée parce que ce matin, il y avait un garçon qui s'appelle Antonin Chiberge qui était à ta place, qu'on a fait une interview. Lui, il s'est mis au ice cross. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est du border cross, mais en patin à glace. Tu descends à une pente à 40%. Ah, c'est Red Bull qui avait Crash Tice, là. Exactement. Ouais. Et c'est Red Bull qui a fait ça. Et du coup, lui, il s'est dit, vas-y, je me fixe un objectif. En 5 ans, je deviens champion du monde. Wow. Parce que c'est un ancien hockeyeur, tu vois. Ok, ouais, souvent, c'est des anciens hockeyeurs. Ouais. C'est des mecs qui patinent bien et mais ça se pousse et tout. Hein. C'est vénère. C'est vénère, ouais. Et là, il me racontait un truc de ouf. Ils sont obligés de se mettre des protège-coups. Parce que pour éviter qu'il se slice le cou, qu'il se tronche la gorge. Il y avait un joueur un hockeyeur qui s'est tranché là, c'était horrible, putain. Il est mort. Ouais, mort. Ouais, putain, ça c'est ouf. Oh, bordel, la fin de merde. Ouais. Bah là, il nous a raconté une histoire. Le mec, ouais, il a pris un coup, hémorragie interne sans ouverture, et le mec est mort en 5 secondes. Ouais, c'était un gamin. Ouais, c'est vénère leur sport. Hein. Ouais, faut avoir envie. Ah ouais. Mais du coup, il me disait, ouais, en 5 ans, si tu te déterres, lui, il pense qu'il peut y arriver, tu vois. Je trouvais ça beau, c'est cool. Ouais. C'est cool. Tu vises un truc pour Aerox, tu vas en refaire ou c'était comme ça pour là Non, bah là, je crois qu'ils vont annoncer celui au Grand Palais, là. Du coup, je ferai sûrement sur le Grand Palais parce que ça va. Ça va être cool. J'adore je te disais au début de la discussion, j'adore l'équipe, tu vois. Genre, l'équipe, notre crew du jeudi, là, c'est sympa. Ouais. Ça se regarde pas, c'est hyper sain, tu vois. Ouais. Et c'est pas du tout salle de sport, justement, où parfois tu peux être inconfortable, mais non, du coup, ouais, pourquoi pas, je verrai déjà. On se met carpette et puis voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un jeudi, c'est l'un qui est le meilleur, l'autre jeudi, c'est l'autre. C'est ça. Vois. Et ouais, on verra. Déjà, peut-être, ce qui va être rigolo, c'est d'avoir une base de temps. Ouais. Et après, bah là, je le fais en duo, mais après, essayer de toujours faire moins, tu vois. Okay. De se dire, vas-y. Avec ton pote Erwan, c'est ça? Ouais, exactement. Et il est solide aussi, lui. Ouais. Du coup, non, ça va être bien. Et après, on faire un solo, peut-être, à un moment, tu vois. Après, c'est une autre paire de manches, quand même, solo. Genre, ouais, mais t'as le niveau. Si t'aimes bien les semis, quand tu y réfléchis, c'est un peu le même effort, tu vois. Là, moi, je vise une 12 en solo. Tu vois, c'est à peu près la même durée que... Enfin, c'est un peu plus court qu'un semi que je ferais, tu vois. Où j'irais plutôt, tu vois, sur une 25 à peu près. T'es 4 minutes au kilo, là, sur Aerox ou sur... Ouais, je vais essayer à peu près, ouais. Je vais essayer. Peut-être aller un 4,20, ça pourrait être cool. Ouais. Bah, c'est la course à pied, quand même, où tu peux gagner le plus de temps, hein, sur Aerox. Clairement. Parce que derrière, tu vois bien le rameur, même si t'es... Ouais, même si tu tires en 1,30... Tu gagnes pas forcément énormément de temps. Alors que la course à pied, tu vois, genre... Tu l'as 8 fois. Ouais, tu mets 8 fois. Donc, si tu prends 30 secondes à un concurrent, ouais, c'est à chaque tour. Ouais, à chaque 4 tour. minutes à la fin. Ouais, exactement. C'est ça qui est bien de le faire en solo, c'est que tu traînes pas le mec... Parce que moi, c'est là où je vais être le meilleur, on va dire, la course à pied. Et du coup, ouais, c'est là où tu gagnes le plus de temps. Mais il faut pas non plus arriver sur l'exercice d'après complètement en fusion, parce que après la course à pied, parce que tu vas voir, hein, les wall balls, t'arrives pour les 100 wall balls, t'es à 180 de pulse. Faut... Ouais. Quand tu les attaques bas, tu vois, bas en cardio, ça va, tu peux en faire plein, mais quand tu les attaques à 180 de pulse... Ouais. Toi, tu les fais 10 par 10 ou quand t'es tout seul? C'était mon gros point faible, là, je m'entraîne énormément. Donc maintenant, je le fais uniquement à 9 kilos. Et j'essaye de me faire des séries de 25, tu vois, vraiment que ça devienne naturel à 25. Et après, là je l'ai vu avec en 6 kilos, frais, j'arrive à faire 50, 30, 20. Avec une pause de 30, 45 secondes. Le jour de la compète, elle fait combien, la ball? Elle fait 6. Du wall ball?
Ouais. Mais pourquoi on a fait... Parce qu'en fait, c'est les points en livres qu'il y a dessus. Ah oui. Donc, s'il y a marqué 20, c'est que c'est la 9 kg. S'il y a marqué 14, c'est que c'est la 6 kg. D'accord, ok, oui, d'accord. Et donc, avec Max, vu que Max, il s'entraîne en pro, on fait que du poids pro, donc c'est la 20. Oui, c'est la 20. Et c'est bien. Et franchement, le jour de la compète, tu vas sentir que c'est léger. Ah bah oui. Tu vas les faire. Ce matin, on était avec la 20. J'étais là, mais ça fait pas 20 kilos, ça. Et ok, d'accord. Ça y est, je comprends mieux. Cool. On va pouvoir un peu on fera un binôme un jour et on va tous les niquer. Je prends le sled. Moi, mes gros points forts, c'est burpee, sled, push et pull. Et wall ball, je vais le transformer en point fort. Franchement, je pense que je vais le transformer en point fort. Si on s'entraîne, ça transforme en point fort. Exactement. Je voulais parler un peu du farm. Ouais. Ça m'intéresse grave de parler de ce projet. Je crois que vous avez mis en plus un super campus de pas crossfit ou d'entraînement un peu juste à côté, non ? On va être le premier centre officiel Hyrox en France. Trop bien. Où on va pouvoir venir faire des stages. Mec, j'ai un bête de projet pour toi. Ah ouais ? J'ai une bête d'idée. Ouais, moi, dans ma communauté, j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent « Ouais, j'ai envie de faire de l'Hyrox pendant une semaine, de faire un stage intensif, mais que avec, tu vois, un peu des décideurs ou des entrepreneurs. Vas-y, on va s'en reparler. Bah grave. Bah, le lieu, il est parfait. Nous, en fait, regarde, on a acheté une ferme, un énorme corps de ferme et 15 hectares de terrain. Et dans ce corps de ferme, il y a donc une salle de réception où tu peux foutre facilement 250 personnes. On a fait des gîtes. Donc aujourd'hui, on a un gîte de 14 personnes plus 2 gîtes de 2 personnes. Et là, avant la fin de l'année, on aura 3 nouveaux gîtes. Donc on aura 30 couchages à la fin de l'année. Et on rachète le voisin, donc 60 couchages en 2025. Et on a un dojo qui fait 250 mètres carrés. Une salle de sport, donc full équipée, sauna, hammam, Hyrox, qui fait aussi 250 mètres carrés. Et dans le champ du coup des 15 hectares, on a une pump track. Donc ça, c'est génial pour le contrôle du vélo. On a des bosses en terre pour faire du mountain bike et du BMX. On va mettre des cours de paddle, 3 cours couverts de paddle. Et dans la forêt, une piste pour faire du trail. Du coup, une boucle de 2 km. Et après, bien sûr, tu as tout ce qui est vélo de route, gravel autour de la farm. Et l'idée, c'est d'en faire un lieu, j'aime pas le mot, mais de séminaire autour du sport. Donc en fait, rassembler des gens autour du monde entrepreneurial et foutre tout le monde en une activité sportive, parce que on s'est rendu compte que c'est là où tu crées du lien, c'est là où tu as des bonnes idées, c'est là où ça se passe, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment un projet un peu fou, mais je suis sûr qu'il va cartonner, parce que il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent des lieux comme ça. Et ce qui est génial, c'est que il y a Juan Arbelaez qui nous a rejoint dans le projet, qui va développer le restaurant là-bas. Donc on aura un lieu complètement 360 degrés où tu peux dormir, pratiquer, bosser et manger. Et donc, trop bien. Tu as juste à venir booker le lieu. Donc en termes de production de week-end ou de semaine, tu as 0 production. Et en plus, nous, on a développé avec une start-up l'organisation de tous ces stages ou de tous ces séminaires. Donc tu arrives, tu nous dis un peu ce que tu veux faire et nous, on organise tout. C'est qui la boîte ? Ça s'appelle Saimi et Can You Make It, et donc en fait c'est surtout pour donner un outil aux athlètes qui vont recevoir des stages. Par exemple là, le premier stage qu'on va faire, c'est avec Alex Jumelin, donc un mec qui a gagné plusieurs manches de Coupe du Monde en BMX, qui accueille des gamins à Noël pendant une semaine pour leur faire un stage intensif de BMX. Et lui, il savait pas trop faire pour la communication ou même juste récolter les paiements, tu vois, pour créer le stage. Et nous, en fait, on lui fait tout. On lui filme la vidéo qu'il va pouvoir poster pour dire « Inscrivez-vous à mon stage ». Aussi, forcément, il a toutes les infrastructures à la farm, mais aussi, c'est nous qui allons gérer tous les reçus des paiements, et après, lui, on a un fee fixe avec lui, et comme ça, il gagne sa vie. Et en fait, lui, il arrive avec
son vélo et nous on s'occupe de tout derrière. Et c'était hyper important d'avoir ça parce que il y a plein d'athlètes ou plein de boîtes qui ont aucune idée de comment ça se passe pour organiser un stage, tu vois. Ils disent on aimerait bien faire ça, mais comment je fais en fait? Je fais quoi? Je poste une vidéo où je me filme en selfie sur Insta en mode venez à mon stage, tu vois, genre ça marche pas, il faut un minimum de communication quali et donc on arrive à s'occuper de ça aussi. Donc le projet que tu as de faire venir des entrepreneurs une semaine autour de l'Irox, c'est évidemment typiquement le genre de projet qu'on a envie d'avoir à la farm et en faisant ce partenariat avec Irox, on sait qu'on va faire de l'événementiel aussi là-bas parce que avec cette boucle de 1 km on va pouvoir faire vraiment un événement et ça va être hyper excitant, ça va être cool. Trop bien. Écoute, faut qu'on s'en reparle. C'est avec qui dans ton équipe que je peux en parler, tu vois, de montrer un peu le projet là. Nous, on veut faire une semaine, 15-20 personnes. Parfait. Tu vois, une semaine d'entraînement, un peu inspiré, tu vois, de ce qu'avait fait. T'as entendu parler du B2B Kite Summit? C'est un rendez-vous, tu vois, d'une semaine de kites. Il y a plus de 200 entrepreneurs qui vont faire du kite au Maroc. Ok. Et l'idée, c'est de faire un peu la même chose, mais autour de Irox ou du trail, tu vois. Trop bien. Et tu peux le faire passer sur ta boîte. Et c'est un moment où le matin, tu fais du sport, tu te défonces. Et l'après-midi, tu peux faire un peu des conférences et tu fais des ateliers de networking et les mecs et les nanas, ils se rencontrent et ils network, ouais. Et puis ce qui est génial, c'est que nous, autour de la farm, c'est magnifique. On est dans la montagne de Reims. Tu vas faire du vélo électrique dans les vignes. Tu vas visiter une petite cave de Champs. C'est à Reims, ok. C'est à 15 minutes au sud de Reims. Et du coup, à 1h30 de Paris. Et ce qui est bien, c'est que c'est 40 minutes en TGV de Gare de l'Est Reims. Et du coup, après, t'es à 15 minutes de la farm de Reims. Et donc, ouais, c'est le petit paradis là-bas. On a fait un petit événement pour un magazine ce week-end là. Et c'était trop bien. Tu vois, genre. Ce qui est génial, c'est que tout le monde dort là-bas le soir en fait. Et donc, t'as pas tout le monde qui part un peu à l'hôtel, à droite, à gauche. T'as vraiment ce truc de communauté le soir où tout le monde a bouffé ensemble, tout le monde se réveille ensemble. C'est hyper important. Et c'est là que c'est là que les vrais liens se font. Bien sûr. C'est là où tu fais du business aussi. Genre, tu bois une petite bière le soir avant d'aller te coucher et tu parles d'un projet. Tu te dis putain, mais vas-y, c'est ça qu'il faut faire. On va faire. Tu vois. Et donc, ouais, donc ce sera là pour la partie Irox, ce sera opérationnel au 1er janvier 2025, parce que le dojo il sera fini. Et la salle de sport, et après toute la partie restauration et le projet full, c'est mars-avril 2025. Donc là, on arrive vraiment là. Ça, c'est un énorme projet, hein, ça, 5,5 millions d'euros. Ça fait combien de temps que vous bossez dessus? Ça fait 2 ans. Oh, okay. 2 ans, et là on boucle le financement que maintenant parce que t'as vu, c'était un moment où l'argent il coûtait super cher, c'était galère à emprunter à la banque, donc on a dû mettre beaucoup de fonds propres, mais voilà, on s'en sort là, c'est chouette. Trop bien. Vous êtes combien sur le projet? On est 5 sur le projet. Ok. Comment est-ce que l'idée elle est venue? À la base, c'est un banquier d'affaires en Champagne qui s'appelle Ludovic Beaulieu, qui a été banquier d'affaires toute sa vie et qui est fan de sport, lui, de MMA et de sport de combat, et qui avait envie de se faire un lieu autour du sport en Champagne. Et du coup, j'ai été introduit par lui via un pote. Et au début, il me demandait juste de faire un peu de consulting pour le projet sur le sport. Et quand j'ai visité là-bas, j'ai dit mec, vas-y, moi je veux être in, tu vois, genre c'est un projet de ma boule. Puis tu vois, j'adore le fait de pouvoir organiser des événements autour de l'humain vraiment là-bas et de développer l'humain là-bas. Et donc on a monté l'équipe et on a Christophe Clamen qui avait une boîte qui s'appelait Abiocom avant, qui a revendu et du coup qui a pu mettre du gaz dans le projet. T'as Antoine Potier qui était CEO de Mondial Relais, qui nous a rejoint. Michael Gauzy qui a fait toute sa carrière chez Apple et dans des grosses boîtes et qui en a eu marre et qui s'est dit vas-y, il me faut un projet passion. Et un constructeur de pump track qui est là aussi. Donc nous on est une belle équipe, ça fait plaisir. Et c'est qui le boss opérationnel vraiment qui gère sur le terrain? Sur le terrain, on est 3, il y a Michael, Ludovic et moi. Mais moi, c'est plus sur la partie sport. Tu vois, là, j'y retourne demain avec un mec, c'est hyper cool ce qu'il a fait. Ça s'appelle Gravel Earth. C'est des expériences voyage autour du gravel. Et tu vois, dans le monde entier, il veut rajouter la Champagne
à son catalogue et il vient et il va trop kiffer, c'est sûr, parce que le lieu il est fou. Enfin, dès que tu visites le lieu, 100% des gens qui ont visité le lieu, ils ont fait wow. Vas-y, c'est dingue. Mais je prends une visite. Je prends une visite. Vas-y, avec grand plaisir. Pour voir et voir si ça match avec ce que j'ai en tête. Et je pense que ouais, tu vois, là on est complet. Trop bien. Mais écoute, franchement, félicitations parce que moi, tu vois, en débutant extraterrien, je m'étais dit, il n'y a pas de lieu privé en France, tu vois, qui rassemble différents sports. Tu vois, il y a les crêpes, on a l'INSEP, il y a des structures un peu comme ça. Il y a Font-Romeu. C'est élitiste. C'est Font-Romeu, mais tu vois, tu peux pas, t'es une entreprise, tu veux te faire une semaine à Font-Romeu avec tout qui est organisé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois, où faut le créer toi-même, faut avoir les bons contacts. Il y a beaucoup de gens en plus, c'est un peu le monde fédéral, le monde institutionnel, genre ils voient un peu le monde de l'entreprise un peu comme des ovnis. Ça parle pas la même langue, tu vois. Alors qu'en fait, il y a une passion commune, c'est faire du sport, le faire ensemble. Et c'est tellement important pour une boîte de faire se retrouver tous ces employés. C'est vraiment la raison pour laquelle il y a de plus en plus de séminaires aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Tu vois, c'est un truc hyper développé aux États-Unis. De tous les films américains, à un moment, il y a des conventions, ils appellent ça des conventions, tu vois. Genre, nous, on a pris ça en Europe, on a fait des séminaires. C'est des moments où tout le monde se retrouve. Et ce qui est génial avec le sport, c'est que Patrick de la Conta, qui est un petit peu chétif et tout, qui est pas forcément bien dans ses baskets, il va être super fort en paddle. Et tout le monde, en fait, du coup, va rentrer après le séminaire où il a mis une claque à tout le monde et bam, dans son quotidien mais non, mais c'est vrai, et c'est chambé, tu vois, parce que il y a que le sport qui peut t'apporter ça, et que les séminaires, donc c'est chouette. Ouais, c'est clair. Bon écoute, beau projet, bon vent les gars. Merci. Trop bien. Est-ce qu'on a oublié des petites choses là pour cette interview? Je crois qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour. Je voulais te parler. Ah si, dernier sujet, tatouage. Ah oui, ouais. C'est lequel le premier? Premier, c'est celui-là. Rock'n'Roll, que j'ai fait en commun avec Alex Jumelin et Raphaël Chiquet. Tu l'as fait avec Alex Jumelin? Ouais. Ok. Et du coup, je suis tombé dessus. Donc maintenant, il y a un K à la place du R et c'est Cock'n'Roll. Du coup, je ne veux pas dire la même chose. Et le dernier, j'ai fait mon fils. Le tout dernier? Ok. Marc Elliott là. Et, mais il y en a du bêta. Hein. Il y en a du bêta. T'as Bruce Lee ici qui lit un livre. Parce que Bruce Lee, tu vois. Un livre. Après, il y avait un moustique en dessous. Et tu vois, c'est un peu chelou. C'était pas du tout voulu, mais on dirait quand même que le moustique. Il regarde la montre. Il bouffe la montre. Ah oui, non, c'est la foufoune de Bruce. Ouais, okay. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, t'en as. Tu vois, il y a une femme là, avec des pompons sur les seins. Et en fait, genre, regarde, là, elle a les seins à peu près normaux. Et là, si tu fais plaf, là c'est exceptionnel. Voilà. Hop, là, il y a tu l'as bien aussi. Tu l'as Never make eye contact while eating a banana. Ça, c'est trop bien. Exceptionnel. Et là, t'as Ronald McDonald qui oblige un enfant à manger des burgers. Ok. Je sais pas, t'as vraiment beaucoup de blagues en fait. Ah oui, il y a beaucoup. C'est l'humour. On est parti sur. T'en as combien en tout? Je sais pas du tout. T'as pas compté? J'ai marqué bonjour. Bonjour. T'es poli ou t'es pas poli? Bonjour. Là, j'ai le cycle de l'autoroute. L'autre fois, j'ai fait croire à un ami américain que avec ça, je bipais au télépéage. Tu sais, et le truc, c'est que j'ai le télépéage dans ma voiture. Et donc, tu sais, ça synchronisait. Je faisais comme ça et ça faisait bip. Et là, waouh, incredible. Je sais pas, bro. T'es bon. Ah putain. Il est pas né de la dernière pluie là. Ton pote, c'était peut-être pas le plus affûté du tiroir. C'était pas le pingouin qui glissait le plus loin sur la banquise, comme on dit. Ouais, c'est pas le pingouin qui va le plus loin. Il y a quoi d'autre? C'est pas la girafe qui regarde le plus loin aussi. Le plus haut qui regarde le plus loin. Qu'est-ce que... Je suis à court là. C'est pas la paille avec le plus gros débit. Voilà. Ok. T'as vu? T'as vu cette partie tatouage? C'est parti en couille. Grave. Mais t'en as partout, genre les fesses, le ventre. Ouais, là. Ouais. Ok. Là, j'ai ils sont chiants, mais ils sont trop drôles. Content. Tu les fais comment? À chaque fois, c'est toi qui as l'idée? C'est marqué Poupou Pidou. Parce que c'était Marilyn Monroe, elle dit Poupou Pidou. Marqué Poupou Pidou.
Comment t'as l'idée? Comment tu te dis, tiens, ça, cette idée, je vais en faire. Bruce Lee, je vais en faire un Bruce qui lit et je vais en faire un tatouage. C'est des délires, ça part comme ça? Malheureusement, oui. Il n'y a aucune réflexion autour de ça, je sais pas. Souvent, je suis avec des copains tatoueurs et au cours d'une discussion, on dit ouais, putain, ce serait drôle ça de faire ça. Il dit bah vas-y. Ah ouais, bah ouais, vas-y, feu. Et bam. Vas-y. En fait, t'es leur cobaye pour toutes les idées. Ah ouais, exactement. C'est bon d'avoir un pote tatoueur. Hein. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais en vrai, j'en ai tellement que ça. Ouais. C'est pas grave maintenant si on a un peu pourri, tu vois. Ah ouais. Moi, tu vois, j'ai fait une erreur de jeunesse. J'ai eu un pote défoncé en soirée, tatoueur. Ouais, je vais te faire une feuille de cannabis sur la cheville. Et moi, je fais ouais. Je l'ai fait, tu vois. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3, tu vois. Donc, dont une feuille de cannabis. Qui est toute déchirée, tu vois. Je pense qu'il était plus beurré que moi, tu vois. Bref, ça n'est pas. L'aiguille, elle est pas très droite, tu vois. Tu vas en faire d'autres? Probablement. Je vais jamais t'arrêter. Probablement. Ouais. Ok. J'ai fait le nom de mon fils, donc prénom de mon fils, donc je ferai le prénom du deuxième. C'est sûr. Sinon, elle va gueuler. On verra. Enfin, le logo extraterrien un jour. Pourquoi pas? Si tu veux. On peut lancer un défi. Genre, si ça passe de millions d'écoutes, Mathias se fait. Vas-y, on peut lancer un gros défi. Vas-y, s'il y a, on se dit quoi? On se dit 10 000 commentaires sur la vidéo YouTube. Vas-y. 10 000 commentaires sur la vidéo YouTube. Tatouage extraterrien. Vas-y. Très bien, on deal. Envoie les bots. Ça va faire beaucoup. Ça fait beaucoup. On va tester. Testons. Ouais. Si vous nous écoutez en audio, maintenant, tout de suite, vous filez sur YouTube. Allez mettre un commentaire. Vous allez voir si on est des gens de parole. Et je me le fais aussi. Moi, je me le fais aussi. Tapez tatouage en commentaire, comme ça on sait d'où vous venez. Moi, je me mets Mathias, quelque part. C'est toi qui choisis où est-ce que je me mets Mathias. Et toi, tu fais extraterrien. Allez, bim, c'est parti. Fais attention. Mais, moi, je suis chaud. Moi, je vis que pour ce genre de pari comme ça, un peu spontané, tu vois. C'est peut-être ta femme qui m'en voudra. Bon, ça va. Il n'y aura pas aucun souci là-dessus. Ok. Bon, c'est une belle fin d'épisode. On s'est bien marré, on s'est régalé. Merci pour tout, Mathias. Merci. Je remontre à la caméra Figure de bitume, du coup, ton livre que tu sors chez Flammarion. En plus, j'ai vu dans... Enfin, j'ai bien kiffé. Tu mets direct dans le bain, direct on arrive. C'est à Los Angeles ou San Diego, je sais plus. À la Nouvelle-Orléans. Cette fameuse compétition. Ouais, exactement. Le premier chapitre du livre, il est drôle, ouais. Et donc trop bien. Il y a l'histoire du BMX, il y a de la technique. Il y a plein de conseils, plein de petits conseils aussi pour réussir dans la vie quand tu viens d'un sport un peu alternatif. Et du coup, c'est chouette comment un peu utiliser ses réseaux sociaux, comment... Comment, j'ai réussi à me faire une communauté et puis à sortir un peu du lot et tout. Ça peut toujours être intéressant de lire ce genre de trucs, j'imagine. Donc, je me disais qu'il manquait un useful books, justement pour les jeunes qui veulent vivre du sport. Et toi, il y a pas mal de tips, donc c'est très cool. Exactement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Je me suis régalé. Pareil, puis la prochaine fois qu'on se voit, on fait des wall balls. Et vive les sombreros. Technologie déposée. Ciao les extraterriens. Pensez à partager l'épisode si vous avez kiffé. Je suis sûr que vous avez rigolé. Envoyez un petit message à Mathias aussi pour le remercier. C'est lui qui a fait tout le boulot. Nous, on était juste là pour poser les caméras. On vous dit à très vite et on vous embrasse. Ciao et kiffez la vie. Croquez-la à pleines dents. Et si vous en avez plus, débrouillez-vous. Un petit jus de pomme.